Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être fidèle au rendez-vous. C'est le débat politique sur STV. Fin 2018, la décision de la CAF, la Confédération africaine de football, de reporter, de glisser, de retirer, on aura certainement le thème approprié dans le débat, de reporter, disais-je, la CAN Cameroun 2019 provoque un tollé dans le monde du football. Le Cameroun qui n'a organisé la Coupe d'Afrique des Nations de football depuis l'édition de 72 a donné toutes les assurances que les infrastructures liées à cette compétition seront livrées le jour J. À l'évidence, cet engagement ne rassure que ceux qui y croient. À ce jour, rien n'est définitivement prêt. Le grand stade Paul Biya, 60 000 places situé à Olembe, dans la périphérie de Yaoundé, sur les 2 terrains d'entraînement, un seul dispose déjà de gazon. La surface de l'autre terrain est encore recouverte de sable. Les gradins sont en finition. Les finitions sont aussi en cours dans le stade principal. Et on entend parler de grève du personnel. Beaucoup de ces jeunes-là qui réclament leur dû. Et tout est certain, on aura également un décalage de date de livraison de ce côté. Le complexe sportif de Japoma, c'est ici à Douala. 50 000 places, les travaux seront désormais livrés le 31 juillet 2019. L'information a été révélée tout récemment par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moelle Kombi, qui faisait d'ailleurs une visite des infrastructures ici à Douala. Stade Aqua et celui de Bonamoussa dit, on peut relativement se réjouir. Là au moins, on peut dire à 98%, tout est quasi prêt, c'est clé en main. On peut s'en satisfaire, mais ce sont des stades d'entraînement et non des stades de jeu. À Garoua et Bafoussam, les travaux sont en cours de finition, mais le taux de réalisation des différents chantiers là-bas ne permettent pas d'envisager la fin des travaux à brève échéance. Mais à côté de cela, il y a les routes, les infrastructures sanitaires, les infrastructures hôtelières, bref, tout le dispositif qui permet l'organisation d'une compétition d'envergure concernant la CAN. Tout est simple, en juin-juillet, on va jouer en Égypte, ce ne sera pas le Cameroun. Camerco, 5 des 6 avions cloués au sol, selon des sources proches de la compagnie, la Camerco, afin d'assurer ne serait-ce qu'une partie de sa centaine de vols domestiques hebdomadaires, s'est rabattu sur un petit avion de location auprès d'une compagnie équato-guinéenne. Cette série noire pourrait davantage plomber les performances d'une compagnie tentant de redresser la tête après 6 années de sérieuses turbulences et qui, en janvier dernier, revendiquait un chiffre d'affaires de 26 milliards de francs CFA. On était donc en début 2018, contre 5 milliards 2 ans plus tôt. Les 2 thèmes de ce soir, donc, vont faire le débriefing, si vous voulez, de ces 2 sujets-là. Infrastructure de la CAN. Qu'est-ce qui coince? Première interrogation. Et puis, Camerco, un plomb dans l'aile. C'est une autre interrogation. 5 panélistes, mais on va se la faire. Peut-être comme dans une partie de foot. Atangana Fouda, qui est journaliste, sera là dans la première partie de cette émission. Bonsoir, cher confrère, cher René. Bonsoir, député. Bonsoir à tous mes copanélistes et évidemment à tous vos milliers de téléspectateurs. Merci vraiment d'être là. Dans la diagonale, Charles Monge-Mouyembe, bonsoir. Bonsoir, député. Je salue tous ceux qui nous regardent à ce moment. Vous êtes spécialisé dans les analyses de ce qui est sport, quoique spécialiste des questions de marketing et sport aussi. Ouais. Merci d'être là. Docteur Cyril Tolo, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député Tongo. Très avisé sur les questions de société en général, mais vous suivez également de très près les questions de sport. Vous êtes pourtant enseignant. Merci d'être là. Merci et je dis bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. Millions de téléspectateurs et puis bonsoir au grand frère Hervé que je n'ai plus vu, ça faisait bien longtemps. Merci docteur. Merci. Bon, nous sommes le 2 février, j'aurais pu dire milliards de téléspectateurs. 2 avril. 2 avril, je veux dire. Bon, ça, forcément. Hervé Manuel, bonsoir. Bonsoir, Victor. Bonsoir aux millions de téléspectateurs et tous les Camerounais d'ici et de la diaspora. Bonsoir. Vous savez que le seul prononcé de votre nom donne des boutons à certains. Ah ben je suis heureux de donner l'urticaire à certains parce que ceux qui sont allergiques à la vérité, évidemment, ne supportent pas des esprits indépendants comme le mien. Et pour le deuxième thème, on va faire entrer dans ce studio tout à l'heure à la place de Atangana Fouda, on va faire entrer Georges Diankepo. Il est un retraité de Camerco, un ancien donc de ces milieux-là. On l'aura ce soir pour évidemment son expertise pour ce qui est de ces questions. Premier thème. Avant le premier thème, on va faire un petit commentaire sur le TAS, mais on va prendre d'abord la transition pour cela. Alors en 2 minutes comme en 5, on va peut-être commenter cette décision du Comore. Le Comore qui, comme on le sait, lors des éliminatoires de cette CAN
2019 était dans la poule du Cameroun. Le Comore a décidé de suivre la CAF, la Confédération africaine de football au niveau du TAS, pour n'avoir pas disqualifié le Cameroun après ce qu'il considère comme étant le retrait de la compétition, du moins de l'organisation de la compétition qui devait se faire à Yaoundé. Et du côté de la CAF, Ahmad Ahmad dit bien, il ne s'agit pas d'un retrait, mais simplement d'un report. Atangana Fouda, vous avez une réaction par rapport à cela? Retrait, report, TAS, pronostic? Moi, je préfère le mot retrait, parce que tout a été clair. Hein. Lorsque vous ne pouvez pas organiser, lorsque la CAF a envoyé 3 ou 4 missions d'inspection, d'évaluation, et que les divers rapports de ces missions ne donnent pas satisfaction, ils sont en droit de vous retirer l'organisation de la CAN. Et je crois que lorsque vous lisez, même sur le site de la CAF, il parle bien des retraits de la CAN au Cameroun. Donc, il ne sait pas pourquoi est-ce qu'on épilogue là-dessus. C'était bien retrait. Maintenant, en tant que Camerounais, je voudrais bien biaiser, mais en tant que journaliste, je dis que moi, j'ai vu retrait. Et c'est là où il y a problème. Il est clair que la détermination du thème va certainement donner une orientation à la procédure, parce qu'en cas de retrait, ça a des implications. En cas de glissement, ça a d'autres implications. Vous direz glissement, Cyril Tolo? On ne peut pas être plus loyaliste que le roi. Le président Ahmad a dit qu'il ne s'agit pas d'un retrait, mais d'un glissement dans la CAN 2019 qui devait revenir au Cameroun a été attribuée à l'Égypte. Celle de 2021 qui revenait à la Côte d'Ivoire est attribuée au Cameroun. Celle de 2023 qui revenait à la Guinée, à la Côte d'Ivoire. Et celle de 2025 reviendra à la Guinée. Donc, je préfère m'en tenir à ce que le président de la CAF a dit. Il ne s'agit pas d'un retrait, il s'agit d'un glissement, d'autant plus que le Cameroun n'avait pas désisté. Cette CAN a été retirée 7 mois avant le début de la compétition. Et le président Ahmad l'a dit lui-même en Côte d'Ivoire, nous étions à 80% de réalisation des principaux chantiers dans les 4 mois qui nous restaient avant le mois de mars pour livrer les infrastructures à la CAN, on aurait pu le faire. Et ça, je tiens cela du président Ahmad quand il était en Côte d'Ivoire. Emmanuel Comme, entre retrait et glissement, vous ferez l'arbitre, vous direz? Écoutez, il y a un glissement, et puis moi, toute cette bataille, il n'y a que les Camerounais qui mènent ce débat. Non, du tout. Comores aussi, la CAF aussi. Je vais vous dire pourquoi. S'agissant des Comores, je me méfie des mauvais compétiteurs. Parce que sur le plan sportif, le Comore n'était même pas en position de participer. Avant le démat de la dernière journée, le Comore était... Vous n'avez pas interrompu tout le monde. Moi, comme vous dites, je donne le ticket à ceux qui me voient. Pas moi, dans tous les cas. Je suis un esprit indépendant. Pas moi. Pour rester en justice, même dans une formation arbitrale, il faut avoir la qualité et la capacité. Je pense que manifestement, du point de vue juridique, les Comores n'ont pas la qualité pour revendiquer le retrait ou la disqualification du Cameroun. Maintenant, la capacité, je crois qu'ils ont perdu sur le plan sportif et que ce sont de mauvais joueurs. Quant à tout le reste du débat, moi je veux vous dire honnêtement, nous n'étions pas prêts, et puis parce que la décision a été prise hors des délais statutaires de la CAF elle-même pour le retrait ou le désistement du Cameroun, nous pouvons donc dire que ça a été donc comme un arrangement, le changement, le report de cette compétition au Cameroun. Bon, maintenant ça plaît aux uns aux autres de jouer sur la sémantique. Nous n'étions pas prêts et dans les délais, on a organisé, la CAF nous a proposé que ça soit fait autrement. C'est ce qui a été fait. Tout le reste, c'est du bavardage. Charles Monga-Mouyema, vous direz? Écoutez, depuis qu'Amad est passé à Yaoundé, vous avez vu qu'il est né de nouveau, non? Vous n'avez pas vu que c'est un autre homme que vous avez à la tête de la CAF. Prenons le premier cas. Quand vous dites glissement, l'Égypte était programmée en quelle année pour qu'on glisse? Quand on glisse, on a glissé avec l'Égypte qui s'introduit. L'Égypte devait organiser la CAN de quelle année? Quand vous parlez de glissement, dites-moi l'année
d'organisation de la CAN de l'Égypte. Il n'y a pas glissement. Vraiment, ne jouons pas avec les termes. Le communiqué du 30 novembre est clair. L'appel d'offres auquel l'Égypte et l'Afrique du Sud ont soumissionné pour que l'Égypte obtienne la CAN, prenez-le, il est sur le site de la CAF. Au premier paragraphe, on vous parle du retrait de la CAN au Cameroun pour justifier l'existence de cet appel d'offres. Alors, sauf si la CAF utilise des termes et n'en connaît pas le contenu, ça pose un problème. Deuxième chose, quand les Camerounais disent que les Comores ne sont pas en position de se qualifier, la CAF a fait une semi-application de son texte. Parce que ce soit le désistement ou le retrait, c'est ça qui est prévu dans les tests. Il n'existe pas de glissement. Ahmad n'est pas la CAF. Ahmad est le président de la CAF. C'est le comité exécutif de la CAF qui attribue ou retire la CAN. Et le comité exécutif n'a même jamais attribué la CAN 2021 au Cameroun. Je mets quiconque à défi de me montrer un seul texte émanant d'un comité exécutif de la CAF qui a décidé que le Cameroun organise 2021. Je ne connais pas le communiqué, sauf si vous avez un communiqué du comité exécutif. Donc Ahmad peut dire ce qu'il veut. Il n'est pas le comité exécutif de la CAF, sincèrement. Donc si on s'en tient au communiqué du 30, les Comores disent, vous avez fait une semi-application du test. Allez jusqu'au bout du texte. Le texte dit moins d'1 an, vous avez une suspension pour une CAN, compte tenu de la CAN en cours, c'est-à-dire que celle-là, vous êtes déjà disqualifié. Maintenant, on vous en donne une supplémentaire. La CAF ne l'a pas appliqué. Si le TAS donne raison aux Comores, attention, le match contre le Cameroun ne se joue pas. Mais est-ce qu'on peut... Parce qu'on retire... Il est en train de plaider. Je ne plaide pas. On retire la CAN au Cameroun le 30 novembre. Si on applique les tests, le Cameroun ne joue pas contre les Comores en dernière journée. Et c'est ce que les Comores réclament. Donc faisons attention. Il ne faut pas endormir les autorités camerounaises ou je ne sais qui les mettre dans une torpeur où on pense que non, avec les problèmes de sémantique, on va régler au TAS. Vous savez que quand on est passé de 16 à 24, nous avons crié, plaignez-vous au moins qu'on a changé les règles du jeu en cours de match. Les gens ont dit non, ça va. Non, c'est pareil, c'est la même chose. Hervé, un dernier jet, et puis on passe au thème principal. Un dernier jet avec tout le monde, et puis je commence par moi, je suis toujours un peu gêné quand les Camerounais jouent les avocats, simplement parce qu'ils pensent qu'en faisant cela, ça arrange leurs opinions sur la gouvernance. On va crever cet abcès ce soir. Vous comprenez? Monsieur Mongo-Mouimé n'est pas l'avocat des Comores. Et ils n'ont pas qualifié pour dire ce qui se passe à l'intérieur du comité exécutif de la CAF. Il n'est pas membre du comité exécutif. Et les membres du comité exécutif ont fait ce qu'ils ont fait. Pour l'instant, on n'a pas encore pris à appliquer un contentieux au sein du comité exécutif de la CAF sur l'attribution de la CAN 2021 au Cameroun. Alors moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas ce système de raisonnement. Si c'est pour étaler ses connaissances du truc, très bien. Mais moi, je ne serais pas venu au débat. Le vrai débat est celui-ci. Le Cameroun n'est pas organisateur de la CAN 2021 par effraction. Est-ce que nous avons été les principaux responsables de cette décision? Oui, à cause de l'état de préparation de cette compétition. Mais la décision elle-même a été prise par la CAF. Maintenant que M. Mongo-Mouimé soit dans les confidences de la CAF pour savoir qui dirige quoi, qui fait quoi... Non, attendez. Quand il plaide d'une façon introductive, au fond, sa position, vous ne gesticulez pas. Et quand il faut avoir un point de vue dissident du sien, vous gesticulez. C'est une curieuse manière qui me dérange, donc je ne parle plus. Vous avez décidé de... Non, vous faites des filles. Il a parlé depuis 10 minutes pour expliquer que... vous empêchez de parler. Il voulait dire qu'on a... Allez-y. Non, je ne peux plus aller, ça me gêne. Je parlais aussi monsieur. Cyril. Oui, en fait, je vais aller dans le sens d'Hervé. Et puis, il faut s'en tenir quand même à ce que disent les responsables de la CAF. Monsieur Mouyengue serait... Mouyengue, voilà, serait un responsable du comité exécutif, ou alors proche, je comprendrais. Mais qu'est-ce que le président Ahmad a dit? Vous avez suivi ce document qui est sur Facebook. Il a dit, le Cameroun n'a pas désisté, pas du tout, en ce qui concerne l'organisation de la CAN. Il s'agit d'une décision de la CAF.
Voilà. À partir du moment où il s'agit d'une décision de la CAF, en tant qu'institution souveraine, toute la responsabilité n'incombe pas au Cameroun. Je dis bien, cette compétition a été retirée au Cameroun 7 mois avant. Nous étions en novembre. Est-ce que vous êtes sûr, M. Dipita Tongo, que si nous avions eu les 4 mois, nous n'aurions pas achevé les chantiers? On aurait pu. Mais la CAF est complètement souveraine. Elle a décidé, pas de nous retirer la CAN, mais de déplacer notre CAN à 2021. Tenons-nous à cela. Un dernier mot. On passe au thème. Je serai obligé de dire comme au quartier, book no de lie. C'est-à-dire que c'est bien écrit. C'est écrit qu'il s'agit d'un retrait. Vraiment, nous sommes tous Camerounais. Je voudrais bien qu'on défende la position du Cameroun. Si c'est un retrait, non, je voudrais bien qu'on défende la position du Cameroun. Nous tous, nous voulons bien organiser cette CAN en 2021, mais lorsqu'il faut dire la vérité, il s'agissait d'un retrait parce que les textes disent, de la CAF disent que en cas de désistement ou de retrait, ça veut dire quoi? C'est les deux mots. En cas de désistement ou de retrait, le pays chargé d'organiser une compétition majeure de la CAF va être suspendu pour les deux CAN. Évidemment, nous sommes certainement nombreux à avoir suivi la dernière sortie de Hamad chez nos confrères d'Afrique Média, où lui-même dit qu'il ne s'agit pas de retrait, mais de report. C'est lui qui l'a dit. Et sachant, vous allez répondre. Prenons les déclarations. Hamad a dit beaucoup de choses. Non, mais c'était la dernière. C'était la plus récente. Il voudrait avoir raison. Et sachant que le comité exécutif de la CAF est compétent pour tout ce qui n'est pas dit dans le texte, est-ce que cette lecture d'Hamad devrait être... S'il vous plaît, une parenthèse, parce que avant que Charles n'intervienne, il est plus expert que moi dans les statuts. Il va d'ailleurs conclure sur la question. Oui, il est plus expert que moi, mais je voulais qu'il réponde aussi à une question. Moi, je m'appuie sur la logique. Vous comprenez? Est-ce que le Cameroun est parti du conflit entre les Comores et la CAF? Il faudrait que vous répondiez à cette question. En dernière analyse, dernière question. Voilà. Et puis on passe sur les infrastructures. Quelqu'un a parlé du Cameroun parti. Le Cameroun va subir les conséquences de la sentence du TAS. Comment vous connaissez cette sentence? Mais je vous dis que si le TAS, il n'y a que deux possibilités. Oui. Soit il rejette. Où est la conséquence? Comment ça, oui, la conséquence? Mais si la conséquence, c'est qu'on est qualifié pour la CAN 2019. Ah non, il n'y a pas de conséquence. Mais c'est une conséquence. Non, en droit, c'est pas ce qu'on appelle la conséquence. Ah bon, mais moi, n'allons pas sur le terrain du droit. Charles. Votre juridisme du Cameroun nous a mis où on est. C'est un jury aussi. C'est le juridisme camerounais. Non, je dis le juridisme camerounais. Le juridisme n'est pas à ton niveau. Tu ne la maîtrises pas, c'est du juridisme. Oui, la gesticulation. Il faut quand même qu'on se respecte ici. Mais attention. Charles, vous terminez. Le juridisme, c'est un terme que vous connaissez, non? Non, juridisme, ça veut dire réduire un débat sur des textes. On ne fait que ça. Que vous pouvez contester. On vous a posé une question. Est-ce que le Cameroun fait partie du conflit? Laissez-le terminer. Je vous dis que... Nous terminons pas sur thème. La question est simple. Les Comores se plaignent. Les réunions du comité exécutif ne sont pas secrètes à la CAF. Je n'ai pas besoin d'être proche de la CAF. Les réunions du comité exécutif, quand elles se tiennent, tout le monde en est informé, y compris vous si vous voulez. Il suffit de regarder le programme de la CAF, ils ont un site. Vous y allez, vous savez quand la réunion est programmée et quand la réunion se termine, il y a un communiqué à chaque fois. Maintenant, si vous voulez aller sur les déclarations, alors, vous avez vu Hamad à la première question. Non, je vais vous poser une question. Que je termine au moins sur celle-ci. Bon, d'accord. Hamad a fait des déclarations, puisque vous voulez aller sur les déclarations. Sa première déclaration sur Afrique Média, je crois, après le retrait. Qu'est-ce qu'il dit? Je reconnais que nous avons enfreint les textes de la CAF. Mais c'est son problème, Charles. Ah, maintenant c'est son problème. Ah, ben oui, ce n'est plus sa déclaration. Vous voyez que ça ne concerne pas le Cameroun. Tu es l'avocat de Comores, mais tu es un mauvais avocat. C'était un jet, c'était vraiment un jet. C'était vraiment un jet qui nous a pris 25 minutes finalement. On va parler des infrastructures, ce qui nous concerne plus directement d'ailleurs. On va parler des infrastructures sportives, il faut savoir ce qui coince. Je disais tout à l'heure, en dehors des stades d'entraînement de Bonamou Sadi et le stade Bapélepé ici à Akwa, c'est pas forcément la grande joie ailleurs
même si Japoma est très avancé aussi en termes de finition. Mais Olembe à Yaoundé, les stades de Bafoussam, à Garoua aussi, de l'autre côté là-bas, c'est pas non plus la grande joie. Alors, Cyril Tolo, je ne vais pas faire la question facile. Qu'est-ce que je veux dire qu'en termes d'état des lieux, vous, quelle image que vous avez de nos infrastructures? Dommage que vous ne soyez pas en grande joie. Moi, pour une fois, je le suis. En 2015, il faudrait quand même que nous sachions d'où nous venons en réalité. En 2015, nous avions quoi? 4 stades. Omnisport, réunification, je ne parle pas de leur état. Rumdadia, Mbouda. Voilà l'état des lieux en 2015. Et lorsque nous sommes rendus à la date d'aujourd'hui, on ne devrait pas être fiers d'avoir 32 stades qui répondent aux normes de la FIFA et qui sont en cours de finition, et que pour une fois, cet État, que nous avons généralement taxé de tous les noms, réussit tant bien que mal à mener ce projet à son terme. Soyons quand même sérieux. Oui, il y a des problèmes. Le débat n'est pas systématiquement sur la finalité. C'est ça, on les aura bien un jour. Ça peut être aujourd'hui. Oui, mais je veux dire, ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans 10 ans. Député. Mais le débat, laissez-moi aussi parler. Oui, je vous en prie. Oui. Je peux vous laisser la place de modérateur, je réponds aux questions. Ah, mais non, je ne prends pas votre place. Donc, ce que je disais, c'est que l'enjeu premier de ces stades, c'était la CAN 2019. Oui. D'accord. On ne l'a pas eu. On s'est dit, après CAN 2019, ce sera au 31 mars. Non. Non. Attention. Non. Attendez. La date du 31 mars était liée à la CAN 2019. Voilà. Oui. C'était la date, au plus tard, où le Cameroun devait mettre à disposition les infrastructures. Absolument. Voilà, à la CAF. C'était le 31 mars. À partir du moment où la CAF nous a glissé les dates, a glissé les dates. C'est l'expression consacrée. Oui, c'est le président qui l'utilise. À partir du moment où la CAF a glissé les dates, cette date du 31 mars n'est plus contractuelle. Mais elle est restée symbolique. Absolument. Pourquoi? Parce que nous l'avions déjà intériorisée en nous. En réalité, si les infrastructures ne sont pas prêtes au 31 mars, il y a mort d'homme? Non. La CAN, c'est pour 2021. Voilà. Et au moins la valeur de la parole donnée. Oui, Hervé. Non, mais je suis heureux d'avoir cette... La valeur de temps en temps. Je suis heureux de la clarté de cette explication. Je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, et je crois que Charles se souviendra aussi, nous avions un débat, Charles et moi, où il estimait qu'il ne fallait même pas amener la CAN au Cameroun. Il faut quand même qu'on se souvienne, il ne faut pas avoir une mémoire sélective. Et nous avions ensemble, je suppose aussi les tous sur la même position, convenu que une grande manifestation sportive, même au-delà de grandes manifestations sportives, simplement, les manifestations à l'échelle internationale et mondiale sont des occasions pour une politique d'aménagement du territoire, un saut quantitatif et même une impulsion du produit intérieur brut d'un pays. Tout à fait. Et nous nous sommes dit donc que nous souhaitons qu'il y ait une réussite parce que ça va modifier l'équilibre du territoire, l'harmonie du territoire. Et Dr Ntolo vient de brillamment expliquer sur le plan quantitatif de ce qui est en train de se mettre en place. Nous devons être clairs, Dipita. Je crois, ni le docteur Ntolo ni moi, nous sommes venus ici pour dire que nous étions dans les délais. Nous disons seulement que ce délai ayant glissé, le procès qui consiste à dire que non, ce n'est plus de ça qu'il s'agit. Il faut souhaiter maintenant que dans les délais, ces infrastructures soient mises en place et qu'on réussisse. Et vous avez insidieusement, je pèse mes mots, proposé tout à l'heure qu'il ne s'agit pas simplement des stades. C'est tout ce qui est périphérique à ces stades qui va améliorer la mobilité dans les villes, dans les régions, la sortie des régions comme à Douala. Nous avons des contraintes. Donc, c'est ça le vrai débat maintenant souhaité. Bon, il est tout à fait sûr que nous avons... Le 28 mars... Eric, on peut voir les images sans son et on va continuer les commentaires ici. Je rappelle qu'en image, simplement, c'est le stade de Japoma. Ah, d'accord. La pelouse et quelques... Alors, j'espère que ce n'est pas une censure de vos équipes. Non, du tout. Non, nous avons un problème que nous devons résoudre. Il faut être dans les délais. Il faut aussi dire la vérité. C'est en 2014 que nous avons obtenu l'organisation de ce stade.
avons-nous été trop optimistes? Je crois qu'aujourd'hui, la réponse est oui. Et de ce point de vue, la prudence et les interrogations de Charles Moïme et des autres qui disaient attention, est-ce qu'on sera dans les délais, étaient pertinentes. Mais maintenant, il faut qu'on s'investisse solidairement pour qu'on réussisse cette étape. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont retardé la réalisation de certains ouvrages? C'est une autre question. Mais la question sera sur la table. Oui, parce que c'est qu'est-ce qui coince en réalité? Absolument. Pour l'instant, on est encore en train de déblayer les... Absolument. Donc, tout ce qu'on fait dans l'urgence, il va falloir qu'on réfléchisse, que ce soit une leçon des choses. Oui. Dans l'urgence, on a augmenté le coût de ces infrastructures. On est allé, pour certains, on croyait aller vite, on voulait bâcler. Maintenant qu'on a un peu de délai, il faut les réussir. Charles, doit-on s'auto-satisfaire? Je veux dire, finalement, on les aura, ces stades, puisqu'on a commencé à les avoir, même si on n'a pas la compétition tout de suite, on l'aura en 2021. Je ne sais pas de quoi on doit s'auto-satisfaire. Moi, Camerounais, je n'ai jamais pensé que le Cameroun n'est pas capable de faire des stades. Ces Camerounais qui pensaient que le Cameroun n'est pas capable de faire les stades, ils peuvent sauter au plafond, c'est leur problème. Je ne l'ai jamais pensé. Le Cameroun, il y a eu un programme PENDIS. Ça veut dire qu'on est capable de faire. On est capable de faire. Les résultats de PENDIS, on peut faire un stade. En 10 ans, 2 stades. C'est le Cameroun, non? En 10 ans. C'est de ce Cameroun qu'on parle. Le problème, c'est que vous, un coup, vous croyez à la parole énoncée par les autorités. Un coup, vous n'y croyez pas. Ce que je vous dis, c'est que quand on nous a retiré la canne, des ministres de cette République sont montés au créneau pour dire aux Camerounais, c'est injuste qu'on nous ait retiré la canne. Nous allons montrer à la CAF qu'elle s'est trompée. À fin mars, nous serons prêts. C'est une date, monsieur. C'est une échéance. Mais... Si vous venez aujourd'hui dire que ces ministres, leur parole ne vaut rien, d'accord. Ah non, personne ne n'a dit ça. Je suis d'accord. Si vous voulez me dire que le chef de l'État, qui dit nous serons prêts le jour dit, sa parole ne vaut plus rien, tant mieux. Et quel est le jour dit, Charles? Le jour dit, c'est le jour statutaire dans le... contractuel par rapport au cahier de charges. Oui, de quelle canne? De la CAN 2019. Il 2019. À l'époque, il recevait... de la CAN 2019, il recevait les sportifs, les filles qui venaient... Et à partir du moment où nous ne sommes plus... Voilà, il y a le glissement, nous sommes en 2021. Il a redit le jour dit. Il a redit ça? Charles. Non, attendez. Est-ce qu'il a refait une déclaration? Que je t'explique, si tu permets qu'on se tutoie. Le jour dit donc devient le jour où le Cameroun devra mettre à disposition les infrastructures. Non, ce n'est pas bien ce que vous faites. Ce que vous faites là, vous êtes en train d'infantiliser le chef de l'État de ce pays. Il a pris un engagement. Oui. Mais il fait une fixation. J'en prends l'engagement. Vous avez écouté ça? Le Cameroun sera prêt. Quand un chef d'État dit j'en prends l'engagement, on ne peut pas dire avec autant de facilité que parce que l'État se sont déplacés, son engagement s'est déplacé. Non, monsieur. Mais qui a dit ça ici? Le chef de l'État ne nous a jamais dit un seul mot sur le non-respect de son engagement. Mais est-ce que c'est la volonté? Vous avez suivi ce discours? Est-ce que le jour dit, est-ce que le chef de l'État vous a donné une date? Il a dit le jour dit. Donnez-moi la date. Le chef de l'État a disait le jour dit par rapport à quand 2019. C'est votre rajout. Il y a un cahier de charges. C'est votre rajout. Il y a un cahier de charges pour la CAN 2019. Quand on vous dit le jour dit, c'est le jour de la CAN. Le jour dit par rapport à la CAN 2019. Voilà. Et le jour dit, en principe, c'était si nous avions gardé la CAN 2019, c'était le 31 mars. Non. Oui, non, Charles, on met les les infrastructures 3 mois avant ou pas? C'est Charles qui avait la parole. 3 mois avant ou pas, Charles? On remet les clés 3 mois avant. Mais c'est ce que j'ai dit. Non, les inspections de la CAF, même la CAF vous a dit au 31 décembre. La CAF vous l'a dit, c'est pour ça que Piccini, tous ces ingénieurs vous disaient on va même finir avant la fin d'année. Mais alors parce que vous savez très bien que la CAF vous a dit les pelouses doivent avoir fait 8 mois. Il y a un certain nombre de choses. Les infrastructures de télécommunication doivent avoir été testées, etc. Le 31 mars, c'était pour leur dire, messieurs, les tests sont finis, nos pelouses sont prêtes, voici les clés de la CAN. Maintenant, c'est vous qui êtes responsable de nos infrastructures jusqu'à ce que la CAN se termine. C'était ça. Le jour dit du chef de l'État, c'était le jour contractuel. C'est-à-dire qu'il y a un cahier de charges et un délai que la CAF vous donne pour décider si elle vous conserve la CAN ou pas. Ce délai, on l'a manqué. Et normalement,
Parce que ne faites pas ça. Les enfants nous regardent. Normalement, le chef d'État... Non, c'est pas la sensiblerie. C'est pas la sensiblerie. Quand un chef d'État prend un engagement, il revient nous dire, ok, mes chers compatriotes, j'avais pris un engagement. Oui. Nous ne l'avons pas tenu pour telle ou telle raison. Voici les sanctions que j'ai prises parce que les gens m'ont amené à ne pas tenir les délais. Et je vous dis aujourd'hui, ok, nous travaillons pour 2021. Je n'ai pas vu cette déclaration. Attends la Fouda la parole. S'il vous plaît. 2019 comme 72, vous direz? Non, attendez. En 72, on a organisé la CAN. Les stades n'étaient pas totalement terminés, mais on a organisé la CAN. Donc cette fois, c'est pire. Je n'ose pas être... Puisqu'on organise pas la CAN, les stades ne sont pas non plus terminés. Je voudrais revenir sur le PENDIS. Programme national de développement des infrastructures sportives. C'est depuis 2008 qu'on a signé la convention avec les Chinois. Il y avait un programme à 3 étapes. 2008-2011. 2011-2013 ou 14, 2014-2018. Mais je ne sais pas. On aurait eu tous les stades, on aurait été prêts. Mais ça s'est bloqué où? Il y a eu des rumeurs, je parle de rumeurs parce que je n'ai pas de preuves, mais c'est le Congo, des détournements. Et ça a été bloqué. Ouais, journaliste. C'est revenu d'actualité avec la CAN 2016-2019, les CAN 2016-2019. Et s'il vous plaît, moi j'étais à la CAN 2016 à Limbé. Jusqu'à il y a 2 mois, j'étais à Limbé. Lorsque ce n'est pas encore totalement fini. Quand vous entrez vous amenez un commissaire de match dans son bureau attribué, vous n'arrivez pas à mettre le climat, parce que le technicien vient se demande où est-ce qu'il y a encore c'est pour dire que au moins la 2016 s'est jouée. Mais je vous dis, il ne faut pas que vous fassiez le dilatoire ici sur le plateau, parce que nous aurions pu avoir tous ces stades-là avec les moyens qui étaient disponibles. Il y avait une affaire de 272 milliards pour boucler tout ce projet. Aujourd'hui, on est à combien? À plus de 1000 milliards. Mais vous voyez ce que ça donne. Mais qu'est-ce qui coince? Je dis, c'est nos dirigeants qui coincent. Et il faut qu'on puisse bien attribuer les responsabilités. Bon, justement, allons-y à la question de fond, Hervé. Je veux dire, dans l'architecture chargée du suivi, de la mise en œuvre de tout cela, quand même, on peut s'interroger. Au départ, je pense que chaque ministère, sous la conduite du Premier ministre, d'ailleurs, il y avait une forme de comité interministériel présidé par le Premier ministre qui réunissait les différentes compétences. Et puis, du coup, on a créé une forme de pôle de décision au niveau de la présidence, qu'on appelait longtemps la task force. Je veux dire que, est-ce que cette architecture-là a eu une fluidité dans la mise en œuvre des décisions pour accélérer au moins qu'on se retrouve à des stades relativement pas prêts aujourd'hui? Bon, écoutez, il faut qu'on se comprenne. Si l'intervention de Charles et d'Emmanuel ont pour objectif de dire que cette situation ne peut pas rester sans sanction, évidemment que, personnellement, je ne sais pas quelle est la position du docteur Ntolo, je suis d'accord avec eux. On ne peut pas rester dans une situation... Mais Hervé, moi je crois qu'il y a déjà eu des sanctions. Non, quand on change de ministre de sport... S'il te plaît, docteur... On en a souvent changé. On en a souvent changé. Bon, enfin. Hervé a la parole. Si l'intervention de Charles, n'est-ce pas, le cri de Charles et d'Emmanuel, c'est pour dire que les différents niveaux de responsabilité doivent être maintenant expliqués, parce qu'en fait, on attendait la fin de mars pour faire le constat de l'état d'avancement des travaux. Et Charles et Emmanuel ont raison. Et je pense que c'est peut-être la vitesse de ces sanctions qui peuvent invoquer, mais sur le principe, je pense qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état, même si on a des explications sur l'urgence, sur les trucs. Mais parmi les raisons qui nous ont amenés à aller vite, il y a aussi le comité de normalisation dont Emmanuel était membre, qui ont été Albert, le niveau... Albert Tangalafoda. Non, Albert, je t'appelle tout le temps. Tu sais, il y a un Emmanuel qui nous a marqué. Maintenant, il est dans la distribution de l'eau. C'est notre ami. Bonjour Emmanuel. Bon, Albert, qui est mon vieil ami, était membre de la commission de normalisation. C'est pour dire quoi? Quelle influence?
faut nous dire. Mais vous avez retardé d'abord... Les chantiers. Il me coupe. Non, laissez-le parler. Non, il va répondre. Vous avez été un élément de blocage et de freinage même de la sortie de l'état dans lequel se trouve notre football. Et on en paie les conséquences jusqu'aujourd'hui. Mais c'est un autre débat. Mais vous faites partie des maillons, c'est pas un tutu personnel, on se connaît tous les deux. Mais tu as participé à ce désordre. Bon, donc, pour répondre directement à ça, oui, député, le coût qui pouvait s'expliquer simplement par l'urgence et des délais courts pour la réalisation de certains ouvrages a été aussi dévoyé par le comportement individuel des uns et des autres. Mais ça, il faut le faire dans la sérénité. Bon, je sais que les coupeurs de tête ne se trouvent pas que dans la Damawa. Ils veulent être même en plein droit. Mais ce n'est pas parce qu'on va couper les têtes qu'on va résoudre ce problème, mon cher Charles. Il faut y aller couper pour voir les conséquences. Est-ce que vous me permettez que j'ajoute juste un petit mot par rapport à ce que Hervé vient de dire? Parce que Hervé a soulevé un concept qui sera récurrent dans ce débat, c'est l'urgence. Voilà. Et cette urgence a amené le chef de l'État à mettre en place des institutions d'urgence. D'où la fameuse task force, où tous les ministères se retrouvaient à la présidence pour décider en urgence, qui est coordonné par le secrétaire général, par le ministre secrétaire général, ou alors l'UTO, l'unité technique opérationnelle. S'il te plaît, le ministre d'État depuis quelque temps. Il faut rendre Monsieur le ministre d'État, c'est vrai. Monsieur le ministre d'État dans le secrétaire général de la présidence, qui coordonne la task force, et le ministre Séraphin Fouda, secrétaire général des services du Premier ministère, qui coordonne l'unité technique opérationnelle. En réalité, sans ces deux institutions, nous n'aurons pas pu avancer. Alors, c'est même pas d'une question simple, avant de donner la parole à Tangana Fouda. Pardon, à Charles. Est-ce que les institutions, les départements ministériels, qui sont désormais sous la coupe du ministre d'État SGPR. Non, il n'y a aucun département sous sa coupe. Quand je veux dire que la task force qui est coordonnée par le... C'est le Premier ministre. Oui. Là, c'était une situation exceptionnelle. La task force qui est coordonnée par le ministre d'État SGPR. Ces éléments sont-ils différents de ceux que coordonnait le Premier ministre? Je ne comprends pas bien quand vous parlez. C'est-à-dire que votre task force... le comité interministériel, avec le ministre du Marché public, ministre de la Santé, ministre des Sports, ministre de la Culture, ministre du Tourisme. Alors, en fait, c'est la défaillance du comité Cannes et du gouvernement qui ramène tout au palais. Qu'est-ce qui compose les éléments de la task force? Les éléments de la task force, c'est 2 représentants de la présidence de la République, 2 représentants de la primature, 3 du ministère des Travaux, 3 du ministère des Sports, du Tourisme. En fait, c'est 25 en termes de contenu, c'est plus ou moins la même conséquence. Non. C'est tout simplement une institution de facilitation et d'accélération des décisions. S'il vous plaît, est-ce que je peux expliquer quelque chose rapidement? Il faut qu'on comprenne. En matière de marché public, il y a les procédures d'État de notre République, n'est-ce pas? L'appel d'offres, tout ça. Et on a prévu aussi une situation exceptionnelle. Et je crois que dans l'esprit du chef de l'État, en mettant en place cette nouvelle organisation, c'était pour réduire les délais et simplifier administrativement la réalisation des infrastructures. Si les institutions... Pourquoi arriver à l'urgence? Non, Hervé, on arrive à l'urgence. Nous arrivons à l'urgence parce que jusqu'en décembre 2015, il n'y avait pas encore mais il n'y avait rien. Une question. Si les ministères qui sont représentés au niveau de la task force sont les mêmes qui étaient au niveau du comité interministériel, quelle est... Oui, je peux répondre. Oui, allez-y. La différence est ceci. La première organisation restait au niveau du gouvernement, était animée à partir de la primature. Et à partir du moment où le constat qui sautait à l'œil, et là, Charles Mongomé fait partie des gens qui avaient lancé les alertes, la présidence de la République a voulu simplifier les choses, serrer, n'est-ce pas, les équipes, réduire les réunions inutiles en ramenant au niveau du secrétariat général pour pouvoir
démarrer les travaux parce qu'en décembre 2015, rien n'avait été fait. Okay. Donc nous reconnaissons le fait que le retard a été pris. C'est le temps de parole de Charles. Non, mais si je suis court. Il a l'habitude de me couper, c'est mon ami. Nous reconnaissons le fait que cette nouvelle organisation a plutôt favorisé l'émergence d'infrastructures qu'on n'aurait peut-être jamais vues. À ce moment, Charles Mongo Miyeme serait vraiment dans son droit pour dire que pourquoi on avait accepté une manifestation dont on n'était pas disposé à organiser. Charles, vous direz l'odeur dans la mise en œuvre des décisions? Oui, parce que quand on parle de task force ici, que disait la note qui crée la task force par rapport au Comilcan? Vous avez la note elle-même qui crée cette task force. Parce que quand je vous écoute, vous êtes en train de dire que des représentants du Premier ministère dans la task force seraient plus diligents que le Premier ministre. C'est-à-dire, en matière d'urgence, un représentant du Premier ministre est plus efficace que le Premier ministre lui-même. On ne parle pas de la présidence. Un représentant des ministères serait plus diligent que le ministre lui-même qui est au Comilcan. Je ne comprends pas. Ça me pose un problème en matière d'efficacité. Je ne comprends pas, Charles, ta question. Comment vous comprenez pas? Mais il représente, quand il a donné la composition de la task force, il a dit représentant de représentants. Il représente le ministère. Mais le Comilcan a été présidé par le Premier ministre. Oui. Mais sauf que là, c'est présidé par qui? Vous estimez que le Premier ministre est moins diligent que celui qui coiffe la task force? Le secrétaire général? Oui. Il est moins diligent que lui. Tu ignores le fonctionnement. Je vous l'accorde, c'est vous qui êtes au pouvoir. Donc, si vous le précisez au Camerounais, le représentant de la task force est plus diligent, c'est bon. Charles veut qu'on vous explique comment le pouvoir fonctionne. Non, on ne doit pas avoir honte de dire que nous sommes dans un régime présidentiel. Dans le Premier ministre a échoué, quoi. Non, le Premier ministre n'a pas échoué. La décision par la primature. Ça n'allait pas vite. C'était pour l'accélération. C'est tout. Non, le Premier ministre était lent. Le Premier ministre ne peut pas accélérer. Mais sauf que vous faites une fixation sur la task force, il y a une deuxième institution qui a la primature, qui est l'unité technique opérationnelle, où cette fois-ci, ce sont les ingénieurs de tous les ministères qui se retrouvent et qui travaillent avec le secrétaire général des services du Premier ministre. J'apprécie l'effort que vous faites pour déresponsabiliser le chef de l'État dans ce dossier. En réalité, le chef de l'État a créé le Comilcan pour les CAN 2016 et 2019. Je crois qu'il l'a fait en 2015. Tout à fait. Octobre 2015. Le chef de l'État crée ce Comilcan-là depuis 2015. En quelle année? Il ne se réunit quasiment pas. Quand on s'en plaint, ils nous disent qu'ils ne sont pas obligés de nous informer de la tenue. Tu es un lanceur d'alerte. De la tenue de leur réunion. Non, là, c'est vrai. Ils le disent ouvertement. Tout à fait, Charles. Les gens apprécient que oui, vous parlez dans les médias, vous ne savez pas à quel moment on ne gère pas une république sur les plateaux de télévision. Entièrement d'accord. Ça, au moins, est clair. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, faites vos efforts de responsabilisation. Quand le chef de l'État a fait le lancement des travaux de cette CAN-ci, en créant donc ces structures, parce que les deux CAN étaient emballés dans le même paquet. Quand la CAN 2016 se termine, tout s'arrête. Et puis on entre dans ce que vous appelez l'urgence. Alors, quand on entre dans l'urgence, les prix flambent. C'est pour ça que quand Hervé reprend ma déclaration sur le refus de cette CAN, c'était cette CAN à ce prix-là. Tout à fait. Ce n'était pas, que je refusais la CAN, mais pas à ce prix, pas à 2000 milliards une CAN. 3 semaines de plaisir au Cameroun. C'est un luxe pour le Cameroun. Il répète son mot. Vous avez le prix? Je dis à 2000 milliards, c'est un luxe pour nous. Vu l'état dans lequel se trouve le Cameroun, organiser une compétition à 2000 milliards, c'est un luxe pour nous. Il a raison. Cette flambée de prix, comment on pouvait l'éviter autrement? Hervé, maintenant, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous reviendrez. Mais vous n'êtes pas d'accord, vous allez. Allez-y. Je reviendrai. Maintenant, on admet la flambée de prix. J'étais parmi les personnes qui pensaient que avec ces montants d'argent, on était capable de prendre une entreprise qui construit un mur. Et on y arriverait. Comment se fait-il qu'on n'y arrive pas? On n'y arrive pas. Et quand vous écoutez les raisons, les médias nous ont montré pourquoi on n'y arrive pas.
Vous prenez des ambassadeurs d'Italie qui se transforment en chefs de chantier à Yaoundé pour expliquer le chantier de Pichini. Je ne savais pas que les ambassadeurs étaient chefs de chantier. Ils sont chefs de mission économique aussi. Hein. On les a vus à Douala. Oui, mais allez expliquer le chantier de l'entreprise. L'ambassadeur de France était sur le pont de Natugal. Je pensais avoir entendu. C'est plus politique que technique. Non, aller visiter le chantier et venir défendre le chantier devant les médias alors que l'entrepreneur est assis, c'est pas la même chose. Il parlait peut-être pas français. Il parlait technique, hein. Elle nous a expliqué ce que c'est que... Cet ambassadeur nous a expliqué ce que c'est que les préfabriqués. Oui. Elle nous a expliqué techniquement. Tu sais, Charles, ce que tu fais. Ce que tu dis est pertinent, mais tu remues le couteau dans la plaie. Nous sommes obligés. Mais c'est ce qu'il faut faire. Non. Pourquoi on fait cette émission? Il a demandé qu'est-ce qui coince. Tu es un leader d'opinion. Quand tu donnes une explication, allons jusqu'au bout. Nous sommes d'accord sur plusieurs choses, mais tu dis ça à ta manière pour remuer le couteau dans la plaie. Nous avons pris cette canne en 2014, déjà c'était tardif pour les préparatifs. Nous avons... tout s'est réveillé en fin 2015 et là on est entré dans une zone incontrôlable, la flambée des prix. Mais n'oublie pas une chose, cette canne, cette manifestation n'était qu'un instrument pour accélérer l'aménagement du territoire. Et allons jusqu'au bout. Sur cette table de cette télévision, nous avons débattu de la situation sécuritaire de notre pays. Nous avons débattu tout ce qui nous tombait dessus, malgré notre capacité fabuleuse de résilience. Avez permettez que Charles termine et puis Cyril. S'il vous plaît. Cyril prend et puis... Je termine et par puis ça. Albert attaque la foulée. Je pensais, et lui l'expert de ces questions certainement des marchés publics, etc. Je pensais que quand on lance un appel d'offres, ça veut dire que l'argent est disponible. Par définition. Oui, c'est bien ça. Oui, bien sûr. Quand vous écoutez des entreprises, vous dites qu'elles n'ont plus d'argent. Non, c'est parce que comment vous comprenez ça? Moi, j'ai du mal à comprendre. Elles ont gagné un marché. Oui. Ça suppose qu'il y a de l'argent. C'est les règles. Oui. Et à un moment donné, écoutez, nous, on n'a plus assez d'argent. Mais il y a eu surenchérissement. Peut-être même que l'explication est ailleurs, Hervé. Comment vous pouvez comprendre ça? Alors, moi, qu'est-ce qui coince? Alors, la première des choses, c'est qui coince, on en avait parlé sur un autre de vos plateaux, c'est l'inertie. L'inertie de notre administration. Absolument. Et cette inertie qui est parfois volontairement entretenue par certains fonctionnaires. Oui. Non, mais nous savons aussi critiquer ce qui ne marche pas. Non, nous savons aussi critiquer quand ça ne marche pas. On a les yeux et une conscience. Oui. Donc, cette inertie a fait que jusqu'en décembre 2015, hélas, il n'y avait rien. Absolument. Raison pour laquelle le chef de l'État a créé la fameuse task force. Alors, s'il fallait passer par les procédures normales de passation de marché en 2015, déjà pour la CAN de 2016, on n'aurait pas pu. Absolument. On est passé par des procédures d'urgence. Pour la CAN féminine, nous avons réussi à l'organiser et nous avons reçu les premières offres pour les stades de 2019 en 2016. Mais vous avez bien vu que jusqu'en 2017, rien n'avait été fait. Lorsqu'un ministère comme le ministère des Sports garde le dossier de Pichini pendant 9 mois, 9 mois... C'est incroyable, dans le tiroir. Voilà. Minepat, même chose. Ce sont les tares de notre administration et ce que nous sommes en train de payer aujourd'hui, ce sont les tares de cette administration. Qui ne se retrouvent pas à la présidence. Mais peut-être ton problème, tu fais une fixation sur le palais pour que... vous avez déplacé les choses à la présidence. Si ça s'était retrouvé à la présidence, on n'aurait pas organisé la CAN 2016. Charles, tu te souviens que Sino Hydro, le gouvernement avait donné la majorité des marchés à Sino Hydro et que la task force avait dû arrêter les marchés de Sino Hydro et les redistribuer. Donc, la task force a été un accélérateur. Je comprends la préoccupation de Charles. Il revient toujours au chef de l'État. Oui, le chef de l'État est responsable. Il est responsable devant qui? Les Camerounais. Les élections sont passées, les élections arrivent. Non, pour lui, c'est pas un problème électoral. C'est ça la responsabilité. C'est ça la responsabilité du chef de l'État. Il va se représenter là pour les élections législatives qui arrivent, municipales, monsieur du RDP. Voilà, régional, qu'on nous sanctionne si c'est ça. Mais, alors, parlant de la flambée des prix, vous connaissez quand même les procédures de passation de marché, que nous avons une mercuriale des prix. Oui. Et vous ne pouvez pas obtenir un marché public au Cameroun si vos prix ne sont pas conformes à la mercuriale. Le problème de Pichini qui se passe aujourd'hui, donc qui est lié au surcoût, lié justement à toutes ces urgences, Pichini demande un avenant de près de 28 milliards
parce que les matériaux préfabriqués ont été fabriqués en Italie, et ainsi de suite. Et modifications même parfois. Voilà. Le gouvernement dit, d'accord, nous sommes d'accord sur le principe de l'avenant, mais sauf que un avenant, on l'évalue à la fin des chantiers. Qui a confié les marchés de Marois? C'est pas la task force de Garoua. Oui, et alors, c'est pareil. C'est pareil. Non, la task force... Non, c'est pour dire que... Elle n'est pas aussi efficace qu'ils veulent nous le faire croire. Non, il y a même une erreur. La task force ne donne pas les marchés. C'est le ministère des marchés. La task force examine les procédures, accélère et les dossiers répartent dans les différents administrations. Qu'est-ce qu'elle accélère? Alors, on va entamer la conclusion de cette première partie du débat. Attends, Fouda. Bon, finalement, on aura nos stades, ça c'est clair. 2021. Lorsque j'ai conduit une équipe de télévision kenyane en juillet 2018 au stade de Japoma, j'ai vu le travail qu'il y avait encore à faire. Je savais, j'avais l'intime conviction qu'on ne pouvait pas être prêt en décembre. Et pourquoi décembre a été annoncé? Vous ne voulez pas le dire. Les chefs de projet, les chefs de chantier étaient sous influence. On leur demandait de donner ces délais. La preuve, même le 31 mars, là, on leur a demandé, c'était pour créer une sorte de... calmer le jeu au niveau de l'opinion. Vous avez remarqué, je te coupe pas, le seul qui a été prudent, c'est le nouveau ministre des marchés publics. Quand on lui a demandé le nouveau délai, il a dit, je préfère ne pas m'avancer. Voilà. Le nouveau ministre. Monsieur Tabamala. Oui, mais parce qu'il n'était pas dans... Non, je voudrais dire une chose. Vraiment, déjà, cette canne, comme l'avait si bien dit naturellement Charles Moulémé, je crois qu'il ne fallait même pas qu'on la prenne. Parce que on avait des adversaires qui présentaient des stades. Nous, c'était des vidéos, des maquettes. Donc, à partir de là, cela demandait un travail énorme. Et de deux, on a dormi. Hein? On n'a pas démarré. Pourquoi les urgences et tout ça là? C'est bien de vouloir les expliquer comme vous le faites aussi bien, mais on n'avait pas besoin de ça. Donc, d'accord, l'inertie de l'administration, mais on va tout le temps avoir cette inertie. Mais la task force est composée de l'administration. C'est pour ça qu'il y a des privés dedans. Vraiment, on aura nos stades. Dans la task force. Mais toutes les entreprises. Vous avez bien parlé de représentants de ministères. On aura nos stades au forceps, mais je dis, il faut faire attention. C'est pas parce qu'on a dit 2021 qu'on croit que ce sera. Il faut dormir. Mais je dis, il faut faire attention. On risque d'arriver en décembre 2019 ou 2020. Ça, c'est la mauvaise foi. Peut-être que l'opinion aurait été plus. Peut-être que l'opinion aurait été plus. Aurait fait plus, moins revancharde si. Il y avait eu du sang, des sanctions claires, visibles. Non, pas des glissements de ministère. Débita, on est d'accord. Si j'emprunte au mot en vogue. Débita, on est d'accord. Dans ce milieu. Il y a une culture ici de l'impunité que certains veulent avoir. Ça ne peut pas continuer comme ça. Mais laissez-moi vous dire une chose, Albert. L'organisation de manifestations, même si le sport c'est ton activité principale et ta profession, parce que journaliste et sportif très connu de ce pays, mais les manifestations internationales qu'on accueille dans un pays, c'est l'occasion de modifier la physionomie du pays. J'ai habité dans un pays, une ville que je connais aussi bien que Douala, ma ville natale, c'est Paris. Laissez-moi vous dire que la cité universitaire, ce sont les campements qui ont été construits pour l'exposition universelle. Attendez, il faut qu'on attendez, je termine. Oh, oui. Les 4 plus grandes gares de chemin de fer à l'intérieur de Paris, Austerlitz, c'est pour l'exposition universelle. Le palais de Chaillot, l'exposition universelle. L'organisation Lacan était un moment choisi pour accélérer l'aménagement du territoire. Ce n'est pas le président qui a invité Boko Haram au Cameroun, ils n'ont pas reçu un carton d'invitation. Ce n'est pas le président qui a demandé que certains entrepreneurs du chaos s'installent dans le nord ou le sud-ouest ou à l'est. Nous devons ensemble, Charles, faire tout pour que la CAN 2019
2021 soit une réussite et que ces infrastructures font partie du projet. Attendons qu'elles nous soient attribuées. Ah ben, si vous faites un projet... Paris avait les moyens de sa politique. Maintenant, il faut que nous ayons les moyens de notre politique. Ça, c'est le concours de la mauvaise foi. Vraiment, permettez que je pose la question, c'est d'ailleurs ce que je fais. Oui. Est-ce qu'on aura ces infrastructures pour 2021? D'abord, je veux qu'on lève quelque chose qui ressemble à de la manipulation. Japoma, ce n'est pas un stade de football. Non, c'est un complexe omnisport. C'est un complexe omnisport. Oui. Olembe aussi. Olembe aussi. Alors, ne nous parlez pas de la finalisation du stade. Pour parce le foot, on peut jouer à est très Japoma, loin de la finalisation du complexe. Du complexe, oui. Mais pour le foot, on peut jouer. Voilà. Les infrastructures. Les délais donc que vous devez donner, c'est les délais de la finalisation du complexe sportif de Japoma et du complexe sportif de l'Embe. Mais quand les chefs de site vont les visiter, ils se mettent devant les journalistes. On a un avancement de 80%. Qu'est-ce qu'il y a à 80%? D'abord, ce n'est pas le rôle. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas le rôle, Charles, on est d'accord. Nous sommes en conclusion de ce thème. Laissez Charles terminer. Si ce n'est pas leur rôle, c'est vous qui les avez désignés. Ça va dans tous les sens. En sachant que les fonctionnaires sont les spécialistes de l'INERSI, vous avez confié au gouverneur d'être les chefs de site. Mais on admet, on le fait comme ça. Moi, je dis, on a de bonnes raisons d'être pessimiste par rapport à nos infrastructures, très honnêtement. Parce que nous sommes Camerounais et le doyen Atangana Fouda vient de vous dire que le stade de la réunification et le stade Amadou Ahidjo n'était jamais terminé depuis 1972. Limbe, Bafoussam ne sont pas encore terminés depuis le temps. Mais faisons tout pour que ça se termine. Ce n'est pas moi qui mais participe optimistement. Mais non, je n'ai pas... La gouvernance de la parole a montré son inefficacité. Il faut travailler. Et maintenant, responsabiliser les gens. Le problème, c'est que moi, je vous reproche, quand vous prenez la parole, c'est que vous voulez déresponsabiliser les principaux responsables. Ce n'est pas normal. De qui tu parles? Mais je parle de votre discours qui tend à faire... Non, de qui tu parles? Non, vous voulez que je dise encore... Oui, on parle de non sanctionnés. Vous voulez que je parle du chef de l'État? Non, parce que quand il parle de sanctions, il vous a posé une question sur les sanctions. Qui sanctionne? Le peuple a sanctionné en ce qui concerne le président. Il a été réélu à 32%. Qui sanctionne? Le peuple camerounais souverain, M. Mongom Yémé, a sanctionné le président. Il a été réélu. Oui, en fait, moi, je n'ai pas de problème avec les infrastructures, parce que les infrastructures, c'est une décision du président de la République. Et lorsque vous voyez la vision qu'il a pour le Cameroun, Charles vient de le dire, là, il nous fait un don de 2 complexes sportifs. J'ai jamais dit ça. Hein? Non. Le chef d'État ne nous fait pas un don. Non, il parle de complexe, de la nature, de la nature, de la grandeur, de la vision. Ce n'est pas un don, le chef de l'État. Au peuple, la vision, il aurait pu faire juste un stade, mais il a décidé de faire un stade, un complexe sportif avec des hôtels, avec des centres commerciaux, avec d'autres infrastructures sportives, la natation, ainsi de suite. C'est la vision que le chef de l'État a pour la jeunesse camerounaise. Et je ne pense pas que ça va s'arrêter avec les infrastructures actuelles. Mon souhait, c'est que le dispositif institutionnel actuel résiste, qu'il reste, qu'il soit même qu'on y apporte d'autres projets qui coincent aujourd'hui, l'énergie, les autoroutes, ainsi de suite, et les autres villes, les villes secondaires, Bertois, Bafoussam, mais les régions vont Marois, y adhérer. Hein. Voilà. Mais il fait bien de citer ce qui voilà. Et puis, je voulais parler parce que quand vous parlez des autoroutes, parlons-en, Douala Yaoundé. Ça, c'est vrai. Ça fait combien d'années? Non. Les barrages, tous les barrages sont été là pour parler de train qui c'est malin, centre-ville. Charles, si tu me laisses quand même finir. Non, je laisse finir. C'est malin, centre-ville. C'est juste pour dire que, avec ces expériences-là, on a de bonnes raisons d'être pessimiste. Au contraire. Au contraire, avec le dispositif institutionnel actuel, Charles, reconnais quand même qu'en moins de 2 ans, nous sommes en train de sortir des infrastructures. En 2021, on aura l'autoroute de la Yaoundé qui va... Oui. On aura nos avions. Oui, nous serons là tous les 2. Les avions sont... Nous serons là. Mais je voulais parler des sanctions. Monsieur Diapita, vous savez quand même qu'il y a 2 ministres qui étaient impliqués dans ce projet, qui sont sortis du gouvernement. Les ministres sortent de... D'accord, mais sauf que je constate que le ministre des Marchés était une pièce maîtresse, centrale
de ce projet il est sorti, le ministre de l'aménagement du territoire, enfin non, de l'aménagement urbain, je ne sais pas comment on appelle. La ville. Voilà. Le ministre de la ville. Voilà. On ne va pas citer son nom. Je ne sais pas si ceci est lié à cela, mais je suppose. Alors, en ce qui concerne, il y a quand même un problème qui me préoccupe au-delà de tout. Soyons quand même fiers de ce qui a été fait. Vendons aussi aux autres pays, aux Sénégalais, aux Ivoiriens, disons, regardez ce que nous sommes en train de faire. Qu'on vende quoi? Les chantiers, la mutation, la mutation des chantiers. Attendons que ça finisse, parce que les Sénégalais, par exemple, ils nous bourrent les yeux avec le TGV. Hein. Bref, oui, on va dire merci à... nous allons les bourrer les yeux avec Japoma et Olembe aussi. Mon dernier mot du Peter, c'est faisons un rêve pour 2021. Ah, bravo, enfin, bon mot. Prions qu'on nous l'attribue. On va s'endormir et sagement rêver. En 2021, on va se réveiller. Ouais. Merci à vous. Hein. On va prendre la transition. Ça vous permettra de vous retirer. Merci Albert et bye bye. Et d'entamer le deuxième thème. Bonne soirée. Transition. Georges. Ok. Voilà. Le deuxième thème va nous amener dans le ciel. Un autre projet, un projet d'envergure, Camerco, l'entreprise aérienne, qui, comme vous le savez, a remplacé Camer. On reçoit pour cela, en plus, Georges Djamkepo, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes un ancien de Camer. Hein. Un retraité. Vous avez... Jeune retraité de Camer. Vous avez... absolument. Vous étiez cadre d'ailleurs dans cette entreprise. Oui, tout à fait. Alors donc c'est récent. Est-ce que vous pourriez nous faire un état des lieux, un aperçu en termes de... peut-être d'avion déjà, ce qu'il en est, en termes de fonctionnement, en termes de difficultés aussi, en 2 ou 3 mots? Peut-être pas en 2 ou 3 mots, ce serait difficile de parler de Camerco en 2 ou 3 mots. Absolument. Par contre, avant de venir à votre question, je voudrais peut-être clarifier un certain nombre de choses dans l'esprit de nos téléspectateurs. C'est quoi Camerco? Camerco, c'est le prolongement de Camer. Et c'était quoi Camer? Camer, c'était un établissement public à caractère industriel et commercial. Et quand on dit établissement public, on parle de mission de service public. Donc, Camerco, c'est une mission de service public d'abord, avant de parler, comme les comptables et les financiers souhaitent le faire, de rentabilité, avant de parler, comme les financiers le veulent toujours, de bénéfices. Je pense qu'il faut dire que la Camerco a une mission de service public. Et c'est sous le prisme de cette mission de service public que Alain Zikoum, le directeur général actuel, quand il est arrivé, a décidé qu'on va d'abord faire notre mission, qui consiste à désengorger, du moins à désenclaver le Cameroun. C'est dans cet esprit qu'on a ouvert Bafoussam, qu'on a ouvert Bamenda, que je crois Berthois est prêt à être ouvert, mais bon, enfin, je pense que pour des raisons diverses et autres que je ne maîtrise pas, peut-être de sécurité, ça ne s'est pas fait. Mais enfin, l'objectif, c'était de dire, on va d'abord faire notre mission, le service public qui consiste à désenclaver le pays. Aller à l'étranger, c'est faire notre métier industriel et commercial, c'est-à-dire la position géographique du Cameroun aujourd'hui est naturellement une position de hub, c'est-à-dire qu'on est au centre de l'Afrique. Il est difficile de traverser l'Afrique de part et d'autre, du nord au sud ou de l'est à l'ouest, sans passer par le Cameroun. Je vous dirais, pratiquement toutes les compagnies aériennes qui vont en Afrique du Sud en partant elles passent par le Cameroun, elles survolent le Cameroun. Donc, nous avons une position naturelle qui fait que la compagnie Camerco devrait être en principe l'une des compagnies les plus puissantes ici en Afrique. Sauf que, vous me direz, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que intervient donc le paradigme sous lequel nous regardons tous notre compagnie. Aujourd'hui, il y a 2 aéronefs qui volent. Un MA60 et puis un Q400. Et puis je crois qu'il y a un Embraer qui nous a été mis à disposition par les Équato-Guinéens. C'est bas. Donc, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Je serais tenté de vous répondre tout de suite, parce que j'ai une réponse à cette question. Mais je pense qu'il faut laisser tout le monde intervenir sur le sujet. Je vous donnerai mon point de vue. Je pense qu'on peut s'en sortir, mais quand on voit
la manière dont chacun perçoit la compagnie, il est dommage que l'on confonde entreprise en difficulté et difficulté d'entreprise. Parce que dans cette entreprise, et je vais en terminer là, dans cette entreprise, il y a du personnel performant, des gens qui connaissent leur métier. Moi, j'ai eu l'avantage de rencontrer la plupart des cadres, des employés, des ouvriers de la compagnie, des gens qui connaissent bien leur métier. Nous avons un marché, un vrai marché, comme je vous l'ai dit, nous sommes au centre de l'Afrique. Et enfin, nous avons un outil de production, parce que même si les avions sont au sol, c'est un gros outil de production que nous avons et qui pourrait faire énormément de choses. On l'a démontré en 2017 et en 2018. Voilà. C'est bien, merci pour ces précisions, Georges, mais vous comprendrez un peu, je ne vais pas dire mon émotion, encore moins ma réserve, je ne suis pas du métier, j'observe de très loin d'ailleurs. Je veux dire que pour un pays qui a connu Khmer, avec son 747, qui était la 11e province, qui a fait la fierté de l'Afrique, dont on entend nos aînés dire quand Khmer, quand le 747 se posait, je ne sais pas si c'est le cas, se posait à Dakar par exemple, tout le monde s'arrêtait de fonctionner. Bon, il quand le, à Dakar. Bon, peut-être, disons Orly. Je veux dire que tout le monde Orly, Roissy, tout le monde s'arrêtait de fonctionner. Je veux dire, ce rêve-là, quand on part de là, pour revenir dans des MA60, plus d'une vingtaine d'années après, Charles, on peut quand même se dire que je ne vais pas parler du 737 Mars, qui est un peu le mauvais nez de Boeing, mais je veux dire que... il n'est pas encore le mauvais nez, ce sont les pilotes qui n'ont pas encore... Je veux dire qu'on a quand même un pincement au cœur, non? Forcément, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a régression, certainement. Et quand on regarde la valse de directeurs généraux, seulement en quelques 5 ans, à la Camerco, ou 8, voilà. 2011. Ça fait beaucoup. C'est-à-dire ils font en moyenne moins de 2 ans, apparaît-il. Maintenant, on vient d'où? Il a bien fait de rappeler que c'est Khmer. Khmer a eu des problèmes sérieux qui ont été diagnostiqués plus d'une fois. J'ai comme l'impression qu'on a un boulet qu'on traîne et qu'on l'a transféré à Camerco, ce boulet. Ce boulet est ce qu'il disait, il aime bien l'expression, c'est la volonté politique. Est-ce que nous voulons vraiment d'une compagnie performante au Cameroun? Il faut se poser très sérieusement cette question. Est-ce que nous en voulons? Parce que on fonctionne un peu comme si on fait des petites perfusions et puis on dit, les gars, on va voir comment ils se débrouillent. Ils font des audits, ils vous disent les montants qu'il faut. Ils attendent que l'État leur donne de l'argent pour réaliser. Et puis cet argent ne vient pas et ça s'accumule. Et puis à un moment donné, c'est compliqué de s'en sortir. Moi, je dis, il faut que le Cameroun prenne une décision. Si on veut une compagnie, qu'on en fasse une. Si on estime qu'on n'en veut pas, qu'on laisse passer. Et l'autre chose que je veux dire, c'est la dernière sortie du directeur général à Canal de la Reine, par exemple. Jusqu'à présent, je me demande l'objectif de cette sortie. Parce que quand il a fini, paf, on annonce que les avions sont bloqués au sol. Vraiment, il n'y a pas meilleure manière de dire au monde entier, regardez comment on marche mal. Moi, connaissant la situation lui-même, je n'ai pas compris qu'il vienne faire cette sortie à ce moment précis, alors qu'il savait qu'il avait des épées de Damoclès qui lui pendaient sur l'aéronautique civile, qui lui demandait des contrôles, etc. Pourquoi il fait cette sortie qui le met en lumière à ce point? Et une semaine après ou deux, on commence à annoncer. Ça commence par les réseaux sociaux, des personnalités ici, qui annoncent, d'autres qui leur disent, tu ne connais rien à l'aéronautique, n'en parle pas, et puis paf, les communiqués officiels commencent, venant de Camerco, etc. Moi, je pense que, très honnêtement, et récemment, on nous annonce que RCMAC ont dit d'oublier, etc., des choses comme ça. Mais quel était l'objectif? Camerco, RCMAC, pourquoi on a gardé le nom Camer? Est-ce que ce nom-là n'est pas lourd aujourd'hui? Mais oui, moi j'ai vu des compagnies pétrolières qui ont changé de nom ici. Parce que l'ancien nom était chargé d'énergie négative. Pourquoi on a gardé le Khmer? Donc il y a tout ce questionnement-là moi qui m'interroge et je me dis, tout vient de la volonté politique que Tintolo aime bien. Et là, je ne sais pas...
Alors, au-delà de la volonté politique, je veux dire que, est-ce que le choix du modèle aussi, est-ce qu'on ne peut pas l'interroger? Je veux dire que hésitant entre service public et puis rentabilité, on veut bien d'une compagnie. Je veux dire qu'il y a, j'ai entendu dire, je ne suis pas du domaine, il y a bien des compagnies soutenues par des États, subventionnés, mais dont on laisse quand même le volet commercial et économique s'épanouir sans forcément Hervé. Oui, je pense que et pour aller dans ce débat qui est très intéressant, il faut évoquer quand même quelques grands principes dans la finance publique. D'abord, est-ce que le Cameroun a besoin d'une compagnie aérienne? La réponse est oui. Est-ce que nous pouvons avoir une compagnie aérienne performante? La réponse est oui. Est-ce que cette compagnie est bien gérée? Actuellement, la réponse est oui, heureusement. Mais pourquoi est-ce que dans la vie de cette organisation, qui est quand même, Georges, même un EPIC peut faire des résultats? Et ça dépend aussi de tout son environnement. Je tiens à préciser pour les téléspectateurs que parmi les 5 ou 6 plus grandes compagnies aériennes du monde, au moins 4 sont de nature publique. Singapour, elle appartient à l'État de Singapour. Air France même, dont on parle, Ethiopian en Afrique, Kenya Airways, ce sont des compagnies publiques. Donc le problème de Cameroun se trouve dans le fait que son propriétaire peut être meilleur actionnaire qu'il ne l'est actuellement, c'est-à-dire l'État. Vous voyez, on n'a pas peur d'aborder le vrai débat. L'État du Cameroun, et il n'est pas simplement un actionnaire dormant qui vient là seulement pour payer les pertes souvent. Et il ne s'agit pas que de Cameroun. Vous allez dans les banques, lorsque l'histoire de la BICIC, qui s'appelle maintenant BICEC, c'est que nous étions partenaires avec la BNP, et quand il y a eu les pertes, eux ils sont partis avec les bénéfices, nous on a payé 100% de pertes. Donc on peut devenir meilleur gestionnaire, et les différentes évolutions de Camer, qui a pris plusieurs noms, qui se trouvent aujourd'hui Camerco, c'est souvent la fuite en avant, le refus d'aborder le refinancement, la recapitalisation de cette entreprise. Je veux vous assurer, Camerco a des meilleures équipes en matière d'aviation commerciale en Afrique. Actuellement, à commencer par son patron, qui est un très bon patron, et je répondais d'ailleurs sur sa sortie, qui est salutaire, parce que je crois qu'il avait tiré la sonnette d'alarme. Il a tiré, et je dis ça à mes amis qui sont au gouvernement, Camerco aujourd'hui est l'un des éléments de manifestation de certains désordres en matière de gestion financière, des participations de l'État, ou même de la place financière du Cameroun qu'il faut faire arrêter. Vous avez ces désordres. Quand on fait par exemple le Cameroun Business Forum, et on n'aborde pas la situation de la principale compagnie, par exemple, des desserts de patrons, il y a des désordres jusque dans des organisations patronales. Vous avez parlé des experts comptables. Regardez l'état de l'ONECA, qui aujourd'hui s'attaque même à ses membres. Donc, la situation de Camerco aujourd'hui, c'est simplement qu'il faut recapitaliser Camerco. Et comment on recapitalise Camerco? Vous avez parlé des MH60. J'avoue que même si Camerco avait 10 Boeing, pour la desserte intérieure, peut avoir aussi besoin des MH60. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on demande à ces vaillants guerriers, lui faisait partie de cette équipe, de faire renaître le pavillon national. On ne leur donne pas les moyens de ce combat, et notre espace aujourd'hui est complètement braconné au sens propre comme au sens figuré par les compagnies étrangères qui font le trop plein et ont augmenté les prix. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui que l'État du Cameroun fasse cesser ces désordres. Ce sont des formes de troubles à l'ordre public dont il ne doit pas être responsable, et il doit faire cesser ces désordres en donnant les moyens de sa mission à Camer. Et en faisant cesser les désordres dans le secteur économique, que ce soit les privés ou les publics. Et là, vous voyez, c'est surprenant peut-être pour Charles. Nous, on peut dire la vérité à l'État. Si Ethiopia ne réussit, qui est public, il n'y a pas de raison que Camerco, qui est public, ne réussisse pas. Votre lecture de la situation? Ma lecture de la situation, c'est que je suis tout aussi nostalgique de Camerco, que tout le monde autour de cette table, mais rassurez-vous, Camer n'était pas si bien géré que ça. Absolument. La seule chose, c'est que entre les années 70 et les années 2000, l'État avait encore suffisamment de moyens,
et Camer était subventionné. Absolument. Il a suffi que l'État connaisse des difficultés financières, voilà, et tout, et que la subvention n'arrive plus pour que Camer commence à avoir des problèmes. Alors, en ce qui concerne Camerco, j'ai été conseiller spécial d'un directeur général. Je connais, oui. Tu as été dans cette boîte. Charles peut t'en parler. Charles peut t'en parler. Mais en fait, le problème, Georges a posé le choix idéologique de l'État était déjà de faire de Camerco une société publique, dont ayant un service de mission publique, j'irais plus loin d'aménagement du territoire. Et c'est là où le directeur général actuel a été extrêmement sage. Vous savez, lorsqu'il prend Camerco, après le départ de M. Nana, Camerco perd mensuellement 5 milliards. 5 milliards, oui. Mensuellement. Et à la fin de l'année 2017, puisqu'il arrive en 2016, il réussit un tour de vis. Incroyable. Incroyable. En décembre 2017, il fait moins 32 millions de pertes. Moins 32 millions, ça veut dire qu'il a pratiquement atteint le break-even point. Sans subvention. Oui. Peut-être que la subvention arrivait, mais pas autant que ça. Mais que la subvention arrive ou pas, ceux qui étaient là, ils avaient la subvention, mais ils n'ont pas fait grand-chose. Mais lui, au moins, il a pratiquement atteint le break-even point. Là où je vais peut-être différer d'Hervé, c'est qu'on ne peut malheureusement pas absoudre le directeur général, y compris l'actionnaire, qui ont chacun sa responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque je parle avec Hervé, là, comme financier, lorsqu'une entreprise atteint le break-even, vous ne perdez plus de l'argent, pratiquement. Vous vous dites, OK, je consolide d'abord ma position et je vois si je peux commencer à me déployer. Mais je pense que le directeur général a été ambitieux. Parce qu'à partir du moment où il s'est dit, bon, je fais déjà... Parce qu'il est parti de moins 2 milliards. Il a inversé. Voilà, il a inversé, effet des ciseaux. Il a ouvert des nouvelles lignes. Georges en sait quelque chose, Dakar, tout ça. Mais sauf que, en même temps qu'il a réouvert de nouvelles lignes, effet des ciseaux, les pertes ont recommencé. Georges, je sais. C'est pas tout à fait. Excuse-moi, docteur. Voilà, enfin. Il y a un problème. Il faut quand même mettre à l'actif de Ernest Dikoum, puisqu'il faut qu'on le cite. Il a hérité d'une situation où, quand on met autour de la table dans un conseil d'administration des fonctionnaires, ça passe pas chez moi. Moi, je suis banquier. Vous savez que je fais partie des gens, malgré le fait que je sois un enthousiaste du pouvoir, et un supporter du pouvoir, j'ai trouvé comme une curiosité qu'un Premier ministre soit président du conseil d'administration de Camerco. Non, c'est pas le Premier ministre. Attendez. Non, il y a eu un Premier ministre qui était PCA de Camerco. Non, président de l'Assemblée générale. Bon, un Premier ministre était dans les instances. C'est du jamais vu dans le monde. D'accord? Vous ne pouvez pas être l'organe de tutelle et en même temps être joueur. Vous comprenez? Il y a un conflit d'intérêts qui fait que vous êtes empêché. Alors, la situation, je termine. Oui. La situation de Camerco aujourd'hui, c'est qu'autour de sa table ne se trouvent que les fonctionnaires, que eux-mêmes rentrés au palais ou dans les ministères doivent prendre les décisions de financement. Je vais revenir sur les fonctionnaires. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est que moi j'ai les chiffres, donc j'ai pu consulter les chiffres jusqu'en 2019, c'est que le redéploiement, donc l'ouverture de nouvelles lignes, si vous prenez le taux de remplissage d'une ligne comme Dakar, on ne dépasse pas 35%. De demander à Georges, il a été moi je vais répondre. Commercial. Donc à ce moment-là, en tant que manager, vous allez vous dire, est-ce que je continue avec ces lignes ou je me recentre à nouveau sur mon marché principal? Voilà. Et puis il avait un problème également. Vous savez que la flotte, et je savais qu'il aura ces problèmes à partir du moment où il décide de rouvrir les nouvelles lignes avec la même flotte. Les mêmes avions. Voilà, il a 2 37. Ça veut dire que dès qu'un 37 est en AOG, vous avez des problèmes, les clients, ainsi de suite. Mais Hervé a posé un autre problème qui est pertinent. C'est le propriétaire. Qu'est-ce que le propriétaire lui-même veut faire de son entreprise? Et c'est la raison pour laquelle... C'est la raison justement pour laquelle on ne peut pas mettre... la situation actuelle sur le dos du manager. Ah non, principal. non, ça, je vais vous dire pourquoi. Non, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, pour qu'un directeur général puisse décider, il faut qu'il y ait devant lui, qu'il ait rencontré la présidence, le Premier ministère, sa tutelle de technique, sa tutelle financière. Il faut qu'il ait discuté avec le PCA. À la fin, vous savez, dans l'activité des transports aériens, c'est l'immédiat. À la fin de la journée,
pendant que vous réfléchissez encore à la solution que vous allez prendre pour régler une situation, les autres compagnies ont fait 3 fois le tour du monde. Et nous, on est toujours au sol. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un à Yaoundé qui se trouve être... et qui ne sait rien qui ne comprend rien de l'histoire, qui lui dit attends, demain ou après-demain, on verra bien. Et je suis désolé, quand monsieur Nkom dit que on en a... Enfin, l'une des raisons pour lesquelles la compagnie ne fonctionne pas, c'est qu'en face du directeur général, il y a des fonctionnaires. Je tiens quand même à vous dire une chose, c'est qu'à l'époque de Camer, le gars, le PDG, il décidait le matin, ça se faisait le soir. Il prenait son téléphone, il appelait, ça se faisait. Et aujourd'hui, le gars, il est obligé de faire des ronds de jambes dans les bureaux, d'attendre qu'on le reçoive quand il est reçu. En fait, comment voulez-vous qu'on gère une compagnie? Comment voulez-vous qu'on gère une compagnie qui fait face à la concurrence, enfin, en croyant que on est des barons, quoi. Enfin, je trouve que moi, ça me fait mal. Et je vais en terminer en vous disant ceci. Oui. Tout à l'heure, on parlait de la canne. Notre génération, là, je pense qu'on est tous de la même génération. Notre génération, là. Moi, je suis plus vieux que vous. Peut-être. Mais en tout cas, tout ça, c'est entre du 50 et 70 ans. Nous avons foutu la merde dans ce pays. C'est nous qui avons mis la merde dans cette compagnie, dans ce pays. Non, je suis désolé. C'est parce que, justement, il y a des gens à Yaoundé qui pensent qu'ils sont devenus des grands patrons. Alors, vraiment, je suis de la même génération. Moi, j'ai 61 ans. Je trouve inadmissible, même si certains parmi nous estiment qu'ils ont réussi leur petite vie tranquille. Collectivement, je vous le dis collectivement, c'est un échec, c'est lamentable. Je n'assume pas cela, député. Vous pouvez ne pas assumer, mais la compagnie, quand vous voyez un incident dans ce pays, c'est un gars de notre génération. Dès qu'il y a un problème, c'est un gars de notre génération. Oui. Dès qu'il y a une histoire, c'est un gars de notre génération. Dès qu'il y a une catastrophe, c'est un gars de notre génération. Moi, je continuerai à le dire. Il faut qu'on arrête. Laissons la place aux jeunes. Puisqu'on est fatigué de gérer, laissons la place aux plus jeunes. Que les vieux s'en aillent, qu'on laisse la place aux plus jeunes. Ils ont envie, les jeunes. Non, ce n'est pas populiste, je ne fais pas de politique. Je ne fais pas de politique. On revenait à Camerco. On revenons à Camerco. Oui, mais il s'agit de Camerco. C'est toujours Camerco. D'accord. Moi, je veux dire que quand j'écoute donc ce qui se dit, alors, quand vous avez les fonctionnaires qui vous empêchent de travailler, quand vous avez l'État qui vous bloque vos coudées, vous ne les avez plus franches pour décider. Si vous êtes un bon manager, vous avez l'occasion, devant une chaîne de télé, émission de grande écoute, et vous semblez plutôt, parce que le bilan que j'ai lu de cet entretien sur Canal 2 est un bilan plutôt flatteur. Oui, mais le Canal 2, ce n'est pas le conseil d'administration de Camerco. C'est le directeur général de Camerco. Non, c'est pas le conseil. Non, mais il a un devoir de réserve. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Moi, j'ai l'avantage, justement, sur lui. J'ai un avantage. Tu es libre maintenant. Je suis libre. Oui, et je peux dire ce que je pense. Je veux bien. Lui, il ne peut pas. Mais quand on s'il pouvait dire, je peux le nombre de directeurs généraux qui ont observé ce devoir de réserve-là, et la Camer continue sa descente aux enfers, moi je dis, vous ne pouvez pas continuer à fonctionner comme ça. Quand c'est des fonctionnaires qui vous bloquent, il a bien parlé des fonctionnaires. Il a dit ce jour-là que depuis qu'il est là, les fonctionnaires ne voyagent plus sans payer. Ouais. Il a dit. Il aurait pu dire aussi, ben, les goulots d'étranglement sont tels que j'aimerais bien avoir les coudées plus franches pour travailler. Quand il donnait les chiffres, c'était reluisant. Et c'est pour ça que je dis, quand Hervé disait qu'il va me répondre, j'en parle pourquoi? Parce que quand vous donnez l'impression que tout va bien, et 2 semaines après ça ne marche pas, vous mettez votre crédibilité en souffrance sérieusement. On ne peut plus vous croire. Enfin, c'est compliqué. Okay. D'accord. Bon. Hervé, puis Cyril. Bon, je suis obligé parce que c'est une émission. J'ai souvent sollicité que Ripita fasse des émissions sur l'économie et les finances. Parce qu'il y a des situations qui sont dues à nous-mêmes. Et je voudrais rassurer Georges, certains de nos anciens nous ont entraînés là-dedans, mais plusieurs d'entre nous ne l'acceptent pas parce que c'est une insulte à l'intelligence camerounaise. Ripita, moi, il se trouve que j'ai un membre de ma famille qui n'est plus là, et qui était seulement professeur et qui a dirigé la Camer. Et dans une situation où les Camerounais étaient enthousiastes de voyager. Docteur Ntoro disait tout à l'heure quelque chose d'exact. Il y a eu des directeurs généraux de Camer qui étaient en lien direct avec le patron, le chef de l'État. Ils réglaient les problèmes de Camer directement. Quand vous avez
un des meilleurs esprits, un des plus brillants Camerounais de la diaspora, Ernest Ducoum, parce que je le connais à l'étranger, qui se trouve là actuellement, c'est frustrant, parce qu'il doit passer par des intermédiaires. Je vous ai cité que ça se passe à Camerco, parce que ça nous concerne au quotidien. Imaginez s'il n'y avait pas Camerco, quand il y a eu cette rupture sur l'axe Douala-Yaoundé, ce serait une catastrophe. Quand la crise en Centrafrique. Oui, quand il y a eu même le chemin de fer. La crise en Centrafrique. Je vous parle de ça pour vous dire, par exemple, il y a d'autres entités financières, économiques, même privées, qui sont dans des situations dues simplement au fait que l'État actionnaire ou l'État régulateur, l'État censeur, ne joue pas son rôle le moment venu. Des organisations patronales bloquées dans des conflits entre les individus. Alors, pour revenir à Camerco, je pense, docteur, que moi j'ai fait la ligne de Dakar avec Camerco. J'étais fier parce que nous étions la première compagnie à atterrir sur le nouvel aéroport de Dakar. Blaise Diagne. C'était extraordinaire. L'État doit remplir ses obligations. Vous savez, quand ta mère, à l'époque, gérée par ce membre de ma famille, Douala était le centre industriel de Boeing en Afrique centrale. Les Nigériens venaient faire des réparations de Boeing. D'ailleurs, il y a un membre de la famille Mouna qui a été le patron de ce service, n'est-ce pas, Humphrey. Donc, aujourd'hui, l'État recule. On peut trouver des explications sur les différents programmes d'ajustement structurel qui ont mis au second plan. Mais dans sa reculade, il a fait parfois des choses curieuses. On a eu une caméra dirigée par quelqu'un qui était à la fois le directeur, le comptable, le banquier et tout. Ça veut dire que l'État n'est pas regardant sur ses investissements. Et là, c'est un investissement sensible. Je te coupe pas, mais oui, quand tu dis l'État, les téléspectateurs, est-ce que tu peux préciser aux téléspectateurs qui dans l'État le chef de l'État. Même le gouvernement, c'est mais Charles, je vais te répondre ce soir. Responsabilité individuelle. Je suis comme Georges. Il revient sur le chef de l'État. Je n'ai pas dit ça, j'ai posé une question. Je vais te faire plaisir ce soir. Oui. Je suis comme Georges. Je suis un président homme libre. Donc je ne fais pas une carrière où j'aurais peur qu'on m'enlève de mes fonctions. Nous faisons cette émission qui est regardée par le président. Peut-être ceux qui ne lui disaient pas exactement comment nous voyons cette compagnie, il va le savoir. Et il faut qu'il sache que ce qui se passe à Camerco, ce qui se passe dans d'autres entreprises publiques, qui se passe dans les associations patronales. Lorsque lui, Paul Motazer est arrivé, il a sifflé la fin de la récréation pour certaines choses. Il faut qu'il accélère le mouvement. Il faut que l'État rende compte des investissements, que l'État soit un bon gestionnaire et que ce ne soit pas des investissements en pur perte. Sérieux. Pas fait plaisir. Ah non, non. Je ne voudrais pas tout de même qu'on jette l'anathème sur l'État. Si je prends le cas de Camerco, j'ai les chiffres ici, entre 2017 et 2018, l'État a investi directement 16 milliards. Mais il faut qu'il accompagne cet investissement. Effectivement, mais sauf que cet État aujourd'hui n'en a plus les moyens. Soyons sérieux, il n'en a plus. Et d'ailleurs, il l'a prévu. Mais qui ouvre le capital? Non, il l'a prévu. L'article 5 du décret portant création de Camerco dit que le capital social de Camerco devait être ouvert à 51% et donné à un partenaire stratégique. Moi, j'ai déjà écrit au chef de l'État plusieurs fois, même en 2013, quand j'y étais, pour dire, ouvrons le capital social en gardant une golden share. Ah, il faut une action spécifique. Avec 49%. Oui, puisque la golden share. Voilà, je pense qu'en fait, il faut recapitaliser en ouvrant le capital à d'autres. Voilà. Et même en ouvrant à d'autres, parce que il y a un débat entre le secteur privé. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec le secteur privé. Un partenaire stratégique qui connaît le métier. Stratégique Technique qui devra maintenir la navigabilité des aéronefs. Et puis, des partenaires institutionnels. Moi, je pense que dans ce pays, il y a des institutionnels qui peuvent jouer leur rôle en remettant. Vous savez à combien se trouve l'État français dans Air France? 49%. Non, moins que ça. 15%. Oui, moins que ça. Mais il y a une action spécifique. Et il faut que dans des secteurs stratégiques, l'État présent ait des actions spécifiques qui lui permettent de bloquer des décisions contraires à l'intérêt stratégique du pays, dans les télécoms, l'énergie électrique, les transports aériens. Camerco, bon, je vais devoir quelque chose, mais je crois. Vous savez que les aéronefs de Camerco sont immatriculés dans
le parc aéronautique de l'aviation militaire. Jusque-là, c'était comme ça. Non, sauf qu'aujourd'hui, non. Non, normalement. Aujourd'hui, non. C'est-à-dire, pour les rendre insaisissables, bon. Bon, aujourd'hui, non. Donc, aujourd'hui, il n'y en a pas, puisqu'il loue ce temps. Donc, le problème de Cameco met en relief un problème général. Docteur, nous sommes dans le soutien, nous sommes dans le RDPC. Et il faut qu'on crée une agence de participation de l'État, parce que c'est notre bien commun. SNI Non. SNI est un capital risque. Transformé, oui. Transformé. Une agence de participation. Transformé. Et qu'à la fin de l'année, qu'on fasse une assemblée générale de toutes les entreprises publiques et parapubliques qui rendent compte et qu'on commence à gérer la valeur ajoutée, c'est-à-dire les dividendes qu'on rend à l'État. Mais là, quand on crée une compagnie parce que le capital est public, on croit que c'est un service social. C'est ça qui tue Cameco. Pourquoi vous donnez pas ces idées au comité central? S'il te plaît, on les donne également. On les donne également. Ce que je voudrais dire, c'est que tant que nous allons rester dans la logique de rente des entreprises publiques en général. Voilà. Ce sont des parquets pour loger les anciens fonctionnaires. Voilà. Bon, en ce qui concerne Camerco, une fois de plus, disons-le quand même, Georges, ce n'est pas le conseil d'administration qui décide. Vraiment, Ernest, c'est un ami, on se connaît. Mais je dis, en fait, tu vas être d'accord avec moi, que dans une organisation, les décisions que le management prend, les choix que le management prend, ont en partie une responsabilité dans les performances de l'organisation. Oui, en partie. C'est exact, mais ce n'est pas le cas de Camerco. Mais sauf Camerco manque de capitalisation d'entretien de ses aéronefs. Il ne faut pas inventer un problème non, là aussi, de management. Non, voilà. Ça veut dire qu'il y a deux problèmes. Il y a le problème de l'apport en capitaux. Et parce qu'aujourd'hui, sur le plan stratégique, si c'est le plan de Boeing qu'on essaie de mettre en place, il coûte 327 milliards. Par exemple. Est-ce que c'est ce plan que nous sommes en train de vouloir mettre en place? Nous n'avons pas 327 milliards. Justement. Les données ne sont pas claires. Parce que ce que je veux vous dire, c'est pas compliqué. Le directeur général de Camerco a systématiquement dit voilà ce dont j'ai besoin pour faire fonctionner la compagnie. D'une façon optimale. Oui, d'une manière optimale. Et chaque fois on lui a répondu vous aurez ce que vous voulez. Mais on lui envoie au petit bonheur la chance comme ça, au lance-pierre, 200 millions par-ci, 50 millions par-là. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que le gars il fasse avec ça? On est en train d'aller vers la fin de l'émission du Peter, mais on ne parle pas de ce plan, le plan de redressement. Ce plan de redressement là qui a été fait par Boeing, je ne sais pas, cabinet. Mais c'est bien ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, vous ne pourrez pas faire de plan de redressement si vous n'y mettez pas les moyens. Ça nous ramène donc au propriétaire de la compagnie. Qu'est-ce que le propriétaire de la compagnie veut faire de cette compagnie? Il dit que le chef de l'État est en train de regarder l'émission. Et Dr Tolo et lui ne lui disent pas qui doit décider. Ah non. On a été clair là-dedans, le propriétaire... Non, vous n'avez pas dit, c'est l'actionnaire. Et l'actionnaire, sur le plan stratégique, si vous permettez, sur le plan stratégique, ce que Georges dit est essentiel. C'est l'actionnaire qui est le propriétaire qui définit la politique de son organisation. C'est représenté par le directeur général qui est mandataire social. Voilà, il n'est que le mandataire social. Autrement dit, l'État doit décider aujourd'hui qu'est-ce que je veux faire. Quel est le format Camerco. Voilà. Si je veux que Camerco soit une petite entreprise qui dessert voilà, les villes, on a nos MA60 avec nos 237, c'est bon. Oui, en Bamengoum, il y a eu un incident. Oui. Mais si par contre, et je me souviens qu'on nous avait expliqué la vision du chef de l'État à l'époque, genre c'est moi qui avais écrit avec vous la vision de Camerco, faire de Camerco la compagnie leader sur la façade atlantique de l'Afrique. Compagnie leader. Quand vous prononcez le mot leader, c'est que vous devez aller regarder comment fonctionnent les leaders. Les meilleurs. Donc vous irez chez Ethiopian. Comment Ethiopian est organisé. Kenya, même la petite voilà. Ethiopian fait la maintenance de ses avions. Kenya fait la maintenance de ses avions. Les opérations sol, ce n'est pas sous-traité. Voilà. Oui, la formation. Docteur, à propos, le cargo. Une des choses qui ont mutilé financièrement Camerco,
c'est la création un peu précipitée des ADC. Il faut qu'on se dise des choses. Ça a mutilé quand même des recettes. Les entreprises. On ne va pas opposer les entreprises camerounaises et les autres. Par contre, le docteur Tolo, quand il s'agissait du foot tout à l'heure, il a parlé de la task force, non? Oui. Il a été très précis. C'est qui l'État, là, depuis que vous parlez de Cameroun? Mais c'est toi et moi. Moi, je décide. C'est le contribuable. Ah non, oui, soyons sérieux. Charles, l'État, c'est... Bon. Le directeur général est en difficulté. Attends, en droit, on définit l'État comme un périmètre dans lequel il y a une population, une administration, un gouvernement, la police et tout, d'accord? L'État ici, non, attends, l'État, s'il te plaît, l'État ici, c'est le gouvernement. D'accord? L'État ici, c'est le gouvernement qui gère le domaine privé de l'État. C'est le gouvernement. Dans le Hervé, je peux le rassurer. Le gouvernement, aujourd'hui, si vous demandez à Ernest, il va vous dire le ministre des Transports, le ministre des Finances, les services du Premier ministre, la présidente de la République sont en train de travailler aujourd'hui. Oui, on parle. Voilà, ils sont en train de travailler sur une nouvelle vision de Camerco. Mais le problème, ce n'est pas de s'arrêter à la vision. Oui. Non, on va dimensionner par rapport aux moyens. Par rapport aux moyens. Non. Là, docteur, j'ai un problème. Parce que l'ambition dont on n'a pas les moyens est un crime. Ce sont les Grecs, n'est-ce pas? C'est ce que je suis en train de dire. Nous ne sommes pas partis d'une compagnie. La compagnie fonctionne depuis 8 ans et on réfléchit encore sur... Après un plan de développement. Sur son format. Mais vous le savez, les entreprises doivent s'ajuster. Alors, Georges. Non, tout à fait. Continuellement. Et cela dit, moi, je vais préciser la chose suivante. Je pense que, et là, on sort carrément du problème de Camerco. Je crois que Camerco, que vous preniez Camerco, que vous preniez les autres secteurs de notre vie, de l'économie du pays, c'est le même problème. C'est exactement le même problème. Camerco n'est pas un phénomène isolé au milieu de la boue. Non, c'est pas sorti du chapeau. Je voulais parler des experts comptables. C'est une situation qui est généralisée dans le pays. Attention, il va vous traiter de populiste. Oui, enfin, il peut me traiter de populiste. Moi, je ne fais pas de politique. Donc, je dis bien ceci. Si l'on ne veut pas attaquer le problème de fond, en allant directement, en écartant ceux qui ne veulent pas travailler, les fouteurs de merde qui sont toujours en train de tirer vers le bas, ceux qui ne veulent pas donner la possibilité, ils sont à l'intérieur du système. Non, de la compagnie ou du système. Mais moi, je alors, Georges, pardon. Alors, juste une petite seconde. Parce que Georges parle avec beaucoup d'émotion. Mais il est passionné. Non, mais il faut reconnaître son expertise. Ils sont de là. Moi, je vais aller plus loin. Moi, je vais aller plus loin. Je sais de quoi cette compagnie parle. Il sait de quoi il parle. Et je vais vous dire, la première force de Camerco, c'est d'abord le personnel. Mais oui. Le personnel. Et vous ne pouvez pas imaginer. Le danger, Georges le sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vague de démissions à Camerco. Les gars sont en train de partir. Et vous imaginez, quelqu'un qui a été formé, il sait, les formations, ils sont en train de partir. Donc, le gouvernement doit réagir vite. Si on reste dans l'attartisme, il vient de le dire, ben, un jour, on va se lever, les agents ne pourront plus. Non, je vous ai dit, quand vous regardez la carte du Cameroun, la carte de l'Afrique et le Cameroun au milieu, nous sommes au centre de toute cette affaire. Les transports aériens, non, les transports aériens ne peuvent passer que par le Cameroun quand ils arrivent en Afrique. Donc il y a des perspectives naturelles. Il y a des perspectives. Mais enfin, que le propriétaire de la compagnie donne les moyens à la compagnie de travailler. Sinon, on va toujours avoir une compagnie morne. Et s'il n'en a pas, qu'il fasse appel à l'épargne publique. Voilà. Non, moi je pense qu'il faut. Enfin, ce garçon, en fait, j'appelle ce garçon, c'est un garçon. Monsieur Ernest Dikoum, je suis désolé, monsieur le directeur général. Monsieur Ernest Dikoum, je vous dis, moi je ne le connais pas. J'ai travaillé avec lui. J'ai fait des missions avec lui. Je suis sorti avec lui. J'ai fait des missions à l'étranger avec lui. C'est un monsieur qui aime son travail, qui est compétent dans son truc. Mais alors, chapeau bas quand vous le voyez travailler. Lui, il y en avait d'autres qui aimaient le travail. Mais je suis désolé, c'est la première fois qu'il y a un spécialiste de la question à la tête de la compagnie. Je suis désolé, c'est la première fois. Un membre de ma famille qui était professeur d'histoire et géographie a géré Cameroun. Non, il faut qu'on se comprenne. Franchement, il faut donner les moyens de sa mission au directeur général de Cameroun. Ces moyens-là peuvent être de nature financière, comme on a dit. Donner les avions. Capital. Oui, mais c'est pour l'exploitation. Nous sommes le seul pays au monde où il y a des entreprises qui n'ont même pas l'objet social à disparaître. Regardez par exemple Camtel. On est heureux aujourd'hui, on se réduit à l'actualité, on cherche les faux diplômes à l'intérieur. Alors que les autres courent vite, au moment où on devait développer, par exemple, la téléphonie mobile,
on l'a balancé, la fibre optique, elle s'est arrêtée à Boumiébel. Bon, je crois vraiment que, Monsieur le Président, on a beaucoup dans l'agenda des choses qui passent peut-être avant, mais il faut qu'il y ait un ordre public économique, parce que l'État est le premier acteur économique de ce pays. Et nous avons des événements, par exemple la CAN. Si on n'a pas une compagnie aérienne, on va voir l'argent passer comme ça sur notre... Je vais répondre à votre question, monsieur. Oui. Je vais répondre à votre question. Tout à l'heure, au début de mon propos, je disais ne pas confondre entreprise en difficulté et difficulté d'entreprise. Moi, je pense que la compagnie n'est pas en difficulté. Je ne crois pas à ce propos qui dit... Dans son objet, oui. La compagnie n'est pas en difficulté parce qu'être en difficulté, ça veut dire avoir bouffé son capital. Enfin... Mais ça a été fait. Non, attendez. Laissez-moi finir. Ça voudrait dire que l'État ne pourrait même plus remettre au pot. C'est ça que je veux dire. Si on est en difficulté, c'est ça. Nous avons juste des difficultés à gérer. On doit gérer la volonté politique. On doit gérer, parce que ce qui fait la différence entre deux entreprises qui évoluent sur le même secteur, ce sont les hommes. Ce sont les hommes et leur volonté de faire les choses ou de ne pas les faire. Et oui. En l'occurrence, il s'avère qu'il y a à la tête de la compagnie aujourd'hui un directeur général qui a envie de faire les choses, qui sait, qui connaît son métier. Et autour de lui, enfin, un grappillement de gens comme ça, on ne sait pas trop ce qu'ils foutent tous autour, mais ils sont tous là, on lui enfonce la tête dans l'eau, et puis on dit on va bien voir ce qui va Georges, ce qui est grave, Charles, ce qui est grave, c'est bien ce que Georges dit là. Mais je ne suis pas d'accord que parce qu'une entreprise est publique, qu'elle ne fasse pas de bénéfices. Et je sais que commercial. Du coup, a la capacité de faire ses bénéfices. C'est pour ça que mais donnons-lui les moyens alors. Qu'on l'accompagne, qu'on lui donne des moyens. Je comprends pas. Cette culture où les entreprises publiques ou parapubliques perdent de l'argent, il faut arrêter. Je n'ai jamais dit. Non. Je vous ai interpellé le président et vous dira qu'il a la canne, qu'il a le pont, le deuxième pont, d'Ivry. Il a la situation sécuritaire. Vous allez gérer la canne sans avion. On aurait pu, si on avait eu 2019. Je m'excuse pour tout le regardez par exemple l'autoroute de la Yaoundé. Et laquelle? L'axe lourd. Celle qu'on a commencé, on a combien? 60 km? À 10%. À 50. À 50. Imaginez si ces fameux hauts fonctionnaires avaient inversé, s'étaient rendus modestes en pensant qu'on peut réfléchir autrement que par la règle, en commençant par Douala. Pour aller aider, on ferait plus 3 heures. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on ramène que les actionnaires représentant l'État dans les entreprises ne soient pas forcément des fonctionnaires. Il faut des personnalités qualifiées. Vous tapez sur les gens qui réfléchissent, vous refusez de taper sur ceux qui décident. C'est ça le problème. Non, le problème, c'est ceux qui décident, qui sont importants. Oui. Et on revient, il vient de le dire. Il le dit en ces termes. Pour volonté politique. Oui. On y revient à chaque fois. Il s'agit que de ça. Alors quand on revient chaque fois à la volonté politique, eh bien, appliquons la recette qui a marché à la CAN. Pourquoi on ne crée pas une task force sur la CAMER? Non, on ne va pas créer une task force pour chaque puisque ça marche. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y a un comité interministériel qui est en train de travailler sur le dossier de Camerco. Mais il le sait. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut étendre cela à toutes les entreprises parapubliques. Mais concernant Camerco, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Le chiffre de Camerco, malheureusement, est tombé à moins de 500 millions mensuels. Vous avez une masse salariale qui tourne autour de 530 millions. On revient à la situation, il y avait 400 employés pour un avion. Bon, voilà. Donc, il faut faire le downsizing. Le downsizing s'impose. Vraiment, Ernest, ça va être difficile. Revois tes charges, sois réaliste, revois tes charges, ferme certaines lignes, ça va faire mal. Ressente-toi à nouveau sur le marché camerounais. Avec quel avion? Non, avec les mêmes. Oui, avec les. Et quand il va licencier, il y aura une manifestation. On ne peut pas faire autrement. Auquel cas, Cyril, il n'est pas suivi par son conseil. Par son conseil, il pose sa démission. Cyril, je l'ai fait. Cyril. Mais si votre conseil ne vous suit pas, vous démissionnez. Oui. Cyril, c'est ça le manager. Cyril. Mais oui. Cyril, pourquoi ne pas faire cet appel de cœur à celui qui met de l'argent? C'est une obligation, c'est la raison, ce que tu dis là. L'État est actionnaire. Le rôle de l'actionnaire est apporteur de capitaux. Absolument. Voilà. Mais sauf qu'aujourd'hui,
cet apporteur de capitaux est limité. Camerco devait bénéficier de 30 millions, de 30 milliards. Vous savez, c'est depuis 2013. Mais les chiffres comptables de l'entreprise sont tels que les banques ne sont pas sûres. La dette de Camerco aujourd'hui est de près de 70 milliards. Hervé a été banquier. Alors, quand une entreprise vient avec sa comptabilité, vous montre dans le bilan... Même artificielle, la comptabilité certifiée par les commerçants. Certains commissaires au compte qui n'ont même pas étudié la comptabilité. Oui, mais bien sûr, la caution de l'État, dont l'État a sa signature. Voilà. Mais si l'État ne peut pas, que l'État ouvre le capital, c'est très très simple. Vous aurez des partenaires qui vont courir. Le Cameroun est le hub naturel de l'Afrique centrale. Moi, ce que je remarque, Lipita, et je voulais le dire tout à l'heure, quand il disait que le chef de l'État regardait l'émission, que vous avez dans votre banque de vidéos là, plein d'émissions sur Camerco. Et si vous vous souvenez, lors de ces émissions, souvent, il y a des gens qui ont des solutions toutes faites, qui sont simples à appliquer, mais depuis le temps, ça ne va pas. Vous savez, quand nous sortons toutes les expressions, moi je suis content d'apprendre à côté de financiers, qui sortent des expressions très élégantes, très bien, mais le voyageur du Nord, là il y a un problème. Son problème c'est qu'il a besoin d'avion. Alors quand il vous suit, il dit mais ces gens-là parlent de l'affaire que j'attends là pour aller à Douala, c'est de ça qu'ils parlent. Ils sont en train de parler de quoi? C'est une affaire d'un cap. Il y a deux chose que je voulais qui sont dire, au sol. L'autre chose il faut 11 milliards. L'autre chose que je voulais dire, voilà. Les études qui ont déjà été menées à la CAMER, ces études qu'on confie parfois à des concurrents. De la CAMER. C'est ce que je dis. Oui. Vous pensez que ces plans-là qui se fondent sur ce genre d'études sont sincères? Non. Je voulais, Charles, dire quelque chose. Le cœur du problème de la CAMER est même général à l'économie. L'État étant le premier agent économique de ce pays, il faut que lui-même s'inscrive dans l'adaptation à l'économie moderne. Il y a eu un sujet à un concours d'entrée à HEC il y a quelques années. C'était actionnaire-manager. Quelle place dans une organisation? Il faut qu'on cesse de confondre le statut d'actionnaire avec le quotidien de l'entreprise, pour qu'on rende compte. Le problème est que quand vous avez même le meilleur manager comme Ernest Ekoum se trouve en situation, entouré par des fonctionnaires qui, au nom du fait qu'ils représentent le propriétaire au quotidien, il y a des compagnies ici, je crois qu'à Merco, là, tu vas me dire si c'est vrai. On me disait que vous faites un conseil d'administration tous les week-ends. Ou... Non. Bon, c'est quand même dangereux. C'est le désordre. Ça veut dire... Non, c'est le désordre, mais c'est pas comme ça. Non, ça veut dire... J'ai fait exprès. Ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre un directeur général sous tutelle au quotidien. Et il faut que vous lui donnez du champ pour l'application des projets de l'entreprise. Mais s'il aime l'entreprise, il démissionne. Non, vous ne pouvez pas pousser. C'est-à-dire, obligé pour faire fonctionner. Pourquoi vous souhaitez tomber dans les extrêmes? C'est pas un extrême. On ne peut pas tomber dans les extrêmes. Ah, si c'est comme ça, il faut démissionner. Je pense qu'on peut sortir. Vous savez, pour la compagnie Camerco, on peut sortir par le haut. Sans licencier personne et sans démissionner. Je pense qu'on peut le faire. Même les retraités. On met ceux qui vont en retraite vont en retraite. Ça fait 2 ans que je suis en retraite. Mais toi, c'est toi. La compagnie. Donc, toi, tu sors de Coca-Cola, tu n'as pas la culture. Vous avez la compagnie donc on peut sortir par le haut, sans démissionner. Des charges qui sont de près de 1,5 milliard. On fait quoi? C'est pour sortir. Hervé, c'est ça le problème. Vous êtes un financier. Camerco aujourd'hui a un chiffre d'affaires qui est inférieur à 500 millions. Ses charges sont à plus d'1,5 milliard, 1,9 milliard. Il perd son instrument d'exploitation. Donc, conséquence, il faut faire du downsizing. Oui. C'est triste, c'est dur. Il est financier. Oui, toutes les entreprises, pour se relever à un certain moment, passent par là. Mais il y a cette possibilité-là. Il y a aussi la possibilité de la recapitalisation. Oui, bien mais sûr. Pour moi, la solution, c'est la recapitalisation. C'est parce qu'on ne veut pas réellement. C'est parce que nous, peut-être, nous ne nous faisons pas suffisamment confiance entre nous que la recapitalisation n'est pas envisagée. Parce que dans le fond, si on se faisait confiance, on remettrait de l'argent. Je peux vous comprendre simplement. Donc, on hésite à mettre 500 milliards peut-être entre les mains de Dikoum pour faire... Pas du tout. Non, c'est pas comme ça qu'on le voit. Attendez, on a mis 500 milliards
par an à la disposition d'Eker. Eker est en faillite avec 500 milliards l'an. Donc on peut donner tous les milliards. Non, ce n'est pas... Quand je dis une question de confiance, je considère qu'on peut lui remettre et lui donner une roadmap, lui donner une ligne de conduite. Il va y aller. Et je suis convaincu qu'il va y aller parce qu'il sait où il faut aller. Moi, je l'ai vu en train de sortir, enfin de faire le domestique et ensuite de sortir pour aller sur l'international, enfin sur le panafricain. J'ai bien vu ce monsieur, il sait où il va. Mais donnez-lui les moyens. Pourquoi on empêche ce monsieur de travailler? Ce sera le mot de la fin. Nous avons vu aussi des décisions malheureuses qui ont été prises par cette compagnie avant qu'Ernest n'y arrive. Quand vous êtes dans la situation déficitaire prolongée, vous n'allez pas louer les bureaux alors que vous avez des bureaux à côté. Vous savez, c'est Ernest Dikoum qui nous a ramené dans les bureaux de l'ancienne Camer. C'est pour dire. Vous voyez donc la manière dont lui, il a réduit la voie. Je respecte la passion avec laquelle tu exprimes, mais il faut qu'on mette la raison au service du redressement de cette compagnie. Les plus grandes compagnies américaines ont leur siège dans les aéroports. Delta Airlines se trouve dans le New Jersey, les plus grandes compagnies. Air France même se trouve au Bourget. Vous comprenez? Donc, il faut, en même temps que l'État fasse son rôle, mettre de l'argent dans le pot pour redresser cette compagnie, il faut que Ernest continue dans la voie en faisant ce que Cyril propose, par exemple, un programme de redressement de cette compagnie. Change une conclusion, un vœu pour Camerco? Oui, moi je me poserai une question en guise de conclusion. Est-ce que cette fierté nationale qu'on lie à Camerco n'est pas surfaite aujourd'hui? Très honnête. Elle est contrariée, mais elle n'est pas surfaite. Pas du tout, je ne crois pas. Elle est contrariée. Cyril, pour la fin? Pour la fin, je pense que Ernest n'a pas beaucoup de choix. Soit l'État lui donne l'argent, mais les 30 milliards, moi j'en entends parler depuis 2013. Si l'État ne lui donne pas de l'argent, vu sa situation financière aujourd'hui, qu'il fasse, qu'il coupe ses coûts. Il doit sabler. Voilà, il doit sabler, n'a pas le choix. Ouais. Troisième possibilité, ça ne va pas, dépose son tablier, et puis voilà. Georges, pour finir. Oui, moi je pense qu'il faut faire confiance à cette compagnie. Moi je crois à son potentiel pour avoir été à l'intérieur. Quand je vois la compétence, la richesse de la compétence qu'il a dans cette compagnie, quand je vois le marché, et quand je vois tout ce qu'il serait possible de faire si on lui donnait quelques moyens, je pense qu'il faut continuer à faire confiance à cette compagnie. Le truc, c'est que ça fait 30 ans qu'on nous dit ça avec 2 directeurs généraux en prison. Mais s'il te plaît, laisse-nous dormir. C'est ça le merci, monsieur. Jérémy, le directeur général, ça fait beaucoup. Merci à vous, Cyril. Merci à Albert Tangana-Fouda qui était là. Merci à Georges. Merci à Hervé Emmanuel. Merci. Et merci à Charles. À vous également, merci à la maison. Jeudi, je serai en entretien avec Ellie Smith. Évidemment, on va parler un peu de ce qui se fait dans les régions du nord-est et du sud-ouest, dont on sait quand même qu'il y a un certain nombre de contacts informels qui sont noués pour voir si on peut sortir de cette crise. J'espère qu'il aura la langue suffisamment longue pour nous en dire davantage. Bonsoir, à jeudi 21h pour entretien. Mardi prochain, carte sur table à la même heure. Merci. Non, il faut soutenir.